Voilà, je vois mon invité. Coucou, comment Ça allez-vous? va? Ça va, Ça va merci et et vous? vous? Ouais, Super. ouais, ouais. Mon Dieu. On a failli ne pas, ne pas faire le live, hein? Bah oui, oui, oui. Bah, en plus, moi, je n'avais pas perçu qu'il y avait des problèmes de réseau parce que j'étais en train de faire tout à fait autre chose. Et j'étais Oui. là, tranquillement, en train de faire mes trucs et de me dire, mais je suis pas douée en TIS, mais quand même. Moi, j'ai appelé un ami qui m'a dit que Facebook était down, donc puisque Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est presque la même chose, forcément, c'était ça le problème. Bah, en fait, comme j'ai mis sur mon mur sur Facebook, sur Instagram, j'ai un ami, un jeune médecin là, qui m'a dit c'est mort, hein. Euh, et qui m'a reprévenu après pour me dire ah bah ça a l'air d'être parti. Oui. Bon, heureusement que ça n'a pas duré. Ouais. On a juste, Bon, on a juste par perdu. contre, j'ai pas fait mes devoirs, donc il faut pas me poser des questions trop compliquées. Il y a pas de souci. Alors, on va commencer par éclaircir une chose. Pourquoi vous avez dit que vous n'êtes pas docteur avant de vous présenter? Alors, que ce soit professeur ou docteur, ce sont des titres universitaires et qui correspondent à des choses très précises. C'est-à-dire que professeur ou docteur comme titre universitaire, c'est un niveau de diplomation. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai deux masters. J'ai un master professionnel et un master recherche, et je suis en doctorat. Donc, vous pouvez dire que je suis doctorante, mais vous ne pouvez pas dire que je suis docteur parce que j'ai pas encore rendu ma thèse de doctorat pour D'accord. passer le grade de docteur. Professeur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après que vous soyez devenu docteur, vous allez passer un certain nombre d'épreuves universitaires. Alors, moi, Oui. je connais plus le système français parce que je suis issue du système français. Et dans le système français, vous allez passer plusieurs années à donner des cours, suivre des étudiants, faire des conférences, etc. Et ensuite, vous Oui. allez passer ce qu'on appelle une HDR, une habilitation à diriger des recherches. Et là, on va vous faire participer à la direction de mémoire, de master, de mémoire, de thèse, etc. Et Mhm. ensuite, vous passez une soutenance pour être professeur des universités. Au Sénégal, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne parce que je n'ai pas du tout fait mes études supérieures dans ce cursus-là. Donc, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'au Sénégal, on confond beaucoup docteurs. Tout le monde est docteur à partir du moment où Mhm. on fait du soin. Or, dans le soin, il y a des médecins qui ont des doctorats de médecine et il y a les autres qui peuvent ou pas être docteurs, mais qui peuvent exercer dans le milieu du soin. Par exemple, les Oui. infirmiers ne sont pas des docteurs et Oui. n'ont pas a priori le grade de docteur parce que leur formation ne va pas jusque-là. Encore qu'il y a Mhm. eu des modifications universitaires. Les psychologues cliniciens ne sont pas sous hiérarchie médicale. Ce ne sont même pas des médecins. Enfin, comment dire, on n'est pas, comme par exemple pourrait l'être le kinésithérapeute, le médecin ne peut pas normalement prescrire des sessions de psychothérapie parce qu'on n'a pas fait a priori psychologue simple, hein, parce que moi aussi j'ai des complications, des psychologues simples n'a pas fait d'études en médecine, donc il n'y a pas de raison qu'il soit sous hiérarchie médicale. C'est quelqu'un Mhm. qui a fait université en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, et qui est diplômé de sciences humaines et sociales. Alors que les médecins, ils ont fait la fac de médecine et ils sont diplômés de médecine. Et donc, c'est deux univers qui sont a priori différents, mais qui bossent ensemble pour travailler. En France, le psychologue et le médecin chef de service, ils ont le même niveau hiérarchique. On a le même boss, c'est le chef de pôle. Alors qu'au Sénégal, le métier de psychologue n'existe pas, donc yeah. Chacun fait ce qu'il peut. Après, moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai des collègues qui sont très, très intelligents, qui sont ouverts sur pas mal de choses, qui connaissent les formations. Et puis, bon, j'ai participé aussi à vulgariser l'information des psychologues. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va dire que mes collègues, voilà, Mhm. donc, voilà.
que l'État me reconnaisse pas, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis plus sur ce combat-là. Je le laisse à d'autres qui ont envie de le mener. Je suis sur d'autres choses parce que je me suis engagée sur beaucoup de choses. Après, à côté de ça, en ce qui me concerne particulièrement, donc j'ai mes complications. C'est-à-dire que moi, je suis ça. Au lieu de rester dans ma fac de psycho en sciences humaines, j'ai fait le parcours sciences humaines de A à Z. Et pendant que je faisais ça, je suis allée à la fac de médecine. J'ai fait un diplôme universitaire de pathologie psychiatrique et un diplôme universitaire de criminologie clinique à la fac de médecine. C'est pour ça que des fois, les gens… alors, on m'a posé la question plusieurs fois. Si jamais je me retrouvais dans une zone où il n'y a personne, est-ce que je prendrais l'initiative de prescrire une médication, puisqu'a priori, j'ai quand même quelques connaissances là-dessus. Je leur ai dit non, pour la simple et bonne raison que j'ai quelques connaissances sur certaines choses précises, par exemple les antipsychotiques, les antidépresseurs et les choses comme ça, mais en aucune manière, j'ai le background des médecins pour savoir, par exemple, les interactions médicamenteuses, pour faire attention à certains, certains effets secondaires de certains médicaments, etc. Donc, je ne prendrai pas l'initiative de faire ça parce que pour moi, c'est faire exercice illégal de la médecine, qui est un délit. Et comme je suis criminologue, je ne vais pas commencer moi-même à faire des délits. En général, on m'appelle pour quelqu'un qui a fait un délit. Je ne veux pas qu'on appelle quelqu'un pour moi. Donc, voilà. Donc, vous avez tout compris de ce que je vous ai raconté. J'allais vous demander comment on fait pour être psychologue, mais vous l'avez un peu brossé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez… Attention. Même en psycho, alors, je vous ai parlé des distinctions, mais en psychologie, il y a encore des distinctions parce que tous les psychologues ne prennent pas en charge des patients. Alors, dans le cursus universitaire européen, français, parce que en France, le métier de psychologue est un métier, comment on appelle ça? Est un métier, j'ai oublié le nom, ça, j'ai oublié le, c'est un métier qui est encadré par la loi. C'est-à-dire que c'est comme juriste et c'est comme médecin. Tout le monde ne peut pas être psychologue et tout le monde ne peut pas prendre en charge des patients. Quand on est psychologue clinicien, on a fait le tronc commun de psychologie jusqu'à la 3e année et au bout de la 3e année, on fait des choix, soit en devenant psychologue social, du développement cognitiviste, etc., soit en devenant psychologue clinicien. Le psychologue clinicien, c'est la discipline la plus difficile à intégrer parce que chez nous, en clinique, on doit aussi capter les éléments de psychologie clinique, les éléments de psychologie cognitive, sociale, etc., et faire avec pour pouvoir prendre en charge un patient. Donc, il est bien évident que pour entrer dans cette spécialité, l'écrémage, il est énorme. Parce que si vous voulez, moi, je suis arrivée en master, à mon époque, on était 400 étudiants à demander à rentrer en master professionnel de psychologie. On n'a été que 75 à être recrutés sur 400 étudiants, avec des étudiants qu'on n'a pas pris venant de fac extérieures, par exemple. Donc, c'est vous dire que vraiment, la spécialité de clinique, déjà sur le recrutement des étudiants, c'est pas pour tout le monde. Et ensuite, à la fin, même les 75 qu'on avait pris au départ, c'est pas tout le monde qui a eu son titre. Et en France, il faut avoir le master professionnel de psychologie clinique. Ensuite, avec ça, prendre sa licence, sa licence, son master 1 et son master 2, et aller à l'ARS, Agence régionale de santé, déposer tout ça, recevoir votre numéro ADELI, c'est comme le numéro d'exercice du médecin. Vous êtes enregistré dans un département et après tout ça, vous avez le droit de prendre en charge un patient. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne faites rien, vous ne touchez personne. Vous faites de la recherche, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne soignez personne. Alors, je vois que c'est un métier qui demande énormément d'études, donc pas forcément d'études, mais il va falloir faire beaucoup de recherches pour pouvoir exercer ce métier et passer beaucoup d'examens, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou c'est devenu un métier auquel vous vous êtes intéressé ou comment? Alors, pas du tout, parce que j'ai eu une autre vie avant psychologue. J'ai fait l'Institut d'administration des entreprises, donc rien à voir. J'ai commencé, j'ai fait 6 ans. Ça m'a un peu saoulé beaucoup. Ça m'intéressait pas du tout. Et puis, devoir calculer
je sais pas moi, des sommes X ou Y pour faire en sorte que les entreprises qui passent en procès pour des tas de choses s'en sortent. Moi, ça me convenait pas. Je pense que structurellement, je suis pas capitaliste. Je suis très mauvaise commerçante. Donc, j'ai arrêté cette formation après avoir eu ma fille. J'ai mis 1 an, je me suis occupée de mon enfant. Et puis pendant 1 an, bon bah de m'occuper des couches et des biberons, je me suis dit non. Alors j'adore ma fille, mais tout le monde sait que j'adore ma fille. La terre entière sait que j'adore ma fille. Mais biberons et couches, franchement, c'est pas mon métier quoi. Ouais. Et je me suis dit voilà, qu'est-ce que en parallèle voilà pour payer mes études parce que bah moi j'avais pas eu de soutien quelconque. Bah j'ai travaillé et en travaillant j'ai beaucoup intégré le monde de l'aide sociale, de l'aide à la personne, etc. Donc j'avais une expérience aussi en travail social. Hein. Et au moment de mon master pro de psycho, j'avais 14 ans ou 15 ans de travail social dans les jambes déjà. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que quand j'ai eu mon diplôme, bah, les premiers boulots que j'ai exercés en France, c'était pas forcément de la clinique classique comme je fais aujourd'hui au Sénégal. C'était des positions experts où je prenais en charge des équipes de travailleurs sociaux et je les faisais travailler sur leur exercice professionnel. Je faisais l'analyse des pratiques, de l'analyse institutionnelle. J'étais chargée de cours à l'université. J'étais aussi formatrice pour les professionnels. Donc vous voyez, enfin, j'avais déjà acquis pour eux le niveau suffisant pour m'occuper de mes collègues, mais en plus une formation supplémentaire de psychologie qui me permettait bah voilà, d'avoir un point de vue psychopathologique, un point de vue psychosocial, etc. etc. Donc, moi, il s'est trouvé que quand j'ai eu ma fille et que je l'ai regardée en me disant non, moi, les couches et le biberon, là, ça va pas le faire, j'ai fait le point et je me suis rendu compte que les choses que j'aimais beaucoup quand j'étais à l'université, au lycée, c'était la philosophie, la littérature. Et donc, je suis partie pour chercher ces dossiers-là au secrétariat. Et il y avait le dossier de psychologie qui était à côté. Donc, vraiment, j'étais même pas allée pour ça. Et je me suis dit, ah, je vais prendre ça, je vais essayer, je vais voir ce que c'est, je vais aller me renseigner. Et effectivement, j'ai posé la question à des profs, j'ai posé la question à des professionnels. Et je me suis dit, finalement, les enseignants m'avaient dit, même si vous aimez la philo et la littérature, de toute façon, en psycho, il y a de la philo et de la littérature, quoi qu'il arrive, puisque la psychologie est issue de la philosophie d'une part, de la médecine d'autre part, on est entre les deux. Et il y a une branche de la psychologie qui étudie les œuvres d'art. Et effectivement, un des postes que j'ai occupé pendant, je crois, 2 années à l'université, c'était chargé de cours pour des étudiants sur l'analyse des œuvres d'art, l'analyse clinique des œuvres d'art. Et à côté de ça, j'ai aussi donné des cours en psychologie sociale, j'ai aussi donné des cours en psychologie clinique, en psychopathologie générale et approfondie, dans les masters, etc., etc. Donc, si vous voulez, le métier de psychologue, il est venu à moi. Je suis pas allée vers lui. Et en fait, d'une année sur l'autre, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je vais rester, je vais essayer l'autre année. J'ai essayé le niveau supérieur. Et en fait, je suis jamais sortie de là. Et encore aujourd'hui, alors vous disiez tout à l'heure, à juste raison, que c'est un métier qui demande beaucoup d'études, mais c'est une fois que vous avez votre diplôme, c'est un métier qui demande que vous continuez à étudier en fait. Et c'est pour ça que souvent sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à lire beaucoup ce que j'écris parce que tous les matins, avant de sortir de mon lit et de boire, pendant que je bois mon café, ou vraiment le matin, avant de commencer ma journée, je suis toujours en train de lire la dernière étude sur telle chose, je lis tel bouquin, je relis telle chose, j'écoute des conférences. Le métier de psychologue clinicien oblige normalement celui qui est devenu psychologue clinicien à se former de façon continue et perpétuelle. Et de même, vous avez parlé de la question de la recherche, le fait d'être en relation avec les patients, c'est une façon d'être à la recherche. C'est une recherche en cours, c'est-à-dire que vous êtes là avec votre patient à chercher ce qui va pas, comment il fonctionne pas, pourquoi il dit ça, pourquoi il pas. Et vous relisez et vous posez des questions, vous appelez les collègues, etc. en disant, moi, le patient là, il m'a dit ça, il se comporte comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça ne marche toujours pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Après, il y a des patients avec lesquels ça marche pas. Vous avez beau faire tous les efforts du monde, ça marche pas parce que
aussi, vous avez en face de vous un être humain qui n'est pas votre objet. Et s'il n'a pas envie, il n'a pas envie aussi. Si vous n'êtes pas adapté à votre patient, bah, vous n'êtes pas adapté à votre patient. Et il faut pouvoir aussi le reconnaître. C'est un métier qui confronte énormément à la question de l'humilité. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi se dire, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'au Sénégal, on n'est pas familier de la question de Khaouma. Je ne sais pas, je m'arrête. Je vais chercher, je vais poser des questions. Maintenant, je suis pas une divinité. Si je trouve pas, je trouve pas, et il faut que je le reconnaisse. Parce que quelque part, ne pas le reconnaître, c'est mettre en danger le patient aussi. Et souvent, on a des personnes au Sénégal, comme c'est pas encadré, qui exercent le métier de psychologue en faisant quelque chose qui ressemble à de la clinique, mais qui n'en est pas, et qui ne savent pas dire trauma. Récemment, on a eu un problème de ce type-là à gérer avec les collègues psychiatres, parce que la personne est allée voir quelqu'un qui n'est pas formé, et la personne lui a dit, bon, on va faire un travail d'estime de soi. Elle lui a bouffé son argent pendant plusieurs sessions, et la dame est repartie de là en disant, bon, je vais un peu mieux. Ça a rechuté. Elle a changé de psy. Elle est venue me voir parce qu'elle me connaît depuis les réseaux sociaux. Et en fait, c'était pas de l'estime de soi. Il y avait un problème de dysmorphophobie et un problème d'épilepsie qui n'était pas pris en charge. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux de laisser faire n'importe qui. Et en plus, ça met en retard les patients sur leur prise en charge. Voire même, ça culpabilise le patient, parce qu'il m'est déjà arrivé aussi de prendre en charge une patiente derrière quelqu'un d'autre. La patiente, elle se fait maltraiter, elle se fait malmener par son mari. Le gars, lui, et donc c'est un gars, qui verrouille le fonctionnement social et les contraintes qui pèsent sur les femmes en lui disant, oui, quand une maison est fissurée, il ne faut pas y mettre le feu. Je fais quoi? Donc en fait, il faut que tu restes là-bas et que tu meurs, quoi. C'est ça le soin qu'on te propose, mais est-ce que ça va? Donc, bref. Aujourd'hui, la dame, bon, on a travaillé ensemble depuis, je pense, 2 ans, pendant 2 ans. Elle va bien, elle a divorcé, elle a eu le temps de se remettre avec quelqu'un d'autre, elle est super chouette, elle va bien. Mais il y a des, comment dire, ce qu'on comprend pas toujours d'ailleurs dans mes prises de position. Parce que souvent, on va dire, oui, de l'histoire, Mondal, c'est une toubab, elle pense que elle remet en question nos fonctionnements sociaux, la religion, le machin. Bah oui, mais parce que pour moi, tout ça, ce sont des objets de réflexion. C'est pas vrai que j'ai fait, ah, donc tout le monde danse à poil, je vais danser à poil. Pourquoi les gens dansent à poil d'abord? Est-ce qu'ils n'ont pas froid? Comment ils font pour traiter leur rhume quand ils tombent malades, etc. Je vais poser toutes les questions possibles et imaginables. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas danser à poil, mais ça veut dire juste que pour le moment, je m'interroge et que l'interrogation, c'est ce qui fonde le métier de psychologue. Si je suis là en train d'aller dans le sens des gens, je ne les soigne pas en fait. Je vous donne un autre exemple pour vous donner un ordre d'idée. Ça m'est déjà arrivé de recevoir 2 dames. Alors, une première toubab, française, je crois, ou belge, je ne sais plus, qui vient me voir parce qu'elle se marie avec quelqu'un qui est polygame. Et elle me dit, oui, je suis venue vous voir pour que vous m'aidiez à supporter la polygamie. Je lui ai fait, mais madame, même les Sénégalaises ne supportent pas la polygamie. Vous voudriez que moi, je vous fasse supporter à vous la polygamie alors que vous-même, vous n'êtes même pas de cette culture. Donc, évidemment, comme j'allais pas dans son sens, la dame, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, comment on va gagner? J'ai dit, ok, il y a pas de problème, gagne la reine. Et entre moi, je ne vais pas vous faire supporter quelque chose dont je sais pertinemment les répercussions qu'il y a déjà sur les gens en général au Sénégal, sur vous en particulier. On ne va pas vous faire risquer une dépression au minimum, des troubles somatoformes ou des crises psychotiques au maximum. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler votre ambassade pour leur dire venez chercher votre ressortissant. Voilà. Donc voilà. Donc, et deuxième coup, j'ai une autre dame, sénégalaise pour le coup, qui est venue me voir parce que justement, son mari a pris une deuxième femme, qu'elle était au 3e dessous, en pleine dépression pendant 1 an. Et je lui ai dit, mais la seule chose qui peut vous faire arrêter d'avoir une dépression, c'est de prendre vos clics et vos claques et de partir. Cette situation ne vous convient pas. Et c'est cette situation qui vous rend malade. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas une maladie, enfin, c'est pas une question technique de maladie. C'est que une pathologie qui se déclare pour une question sociale. Il faut régler le problème social et on arrête la maladie du coup. Il y a des dames qui vivent très bien leur état de polygamie. Elles viendront jamais me voir pour une dépression ou un trouble.
Ben, celles-là, je leur dis rien du tout. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles vont très bien comme ça, c'est très bien. Elles n'ont pas besoin de moi. Et une dame qui vient me voir pour ça, c'est bah désolée, mais vous voulez que je fasse quoi là? Je vais vous laisser dans la situation de polygamie. C'est battre l'eau comme ça pour rien, en fait. Parce que toute l'aide que je pourrais vous donner, vous allez vous bourrer de médicaments et vous allez rester à vie quelqu'un de frustré, d'aigri, de malheureux, et vous allez traîner votre mal-être partout avec vous. Non, en fait, vous n'êtes pas guéri. Alors, je vous ai entendu dire que vous avez fait vos études en France. Il y en a une qui a dit Tasno Saïd Djambo. Non, Tasno Saïd, moi je ne viens pas jusqu'au tribunal. Je te dis quelque chose, après tu vas voir. Je reste persuadée qu'il y a des collègues qui sont dans comment dire, dans la complicité et qui seront très contents de se faire payer pour vous laisser dans la polygamie. Et, oui, bah, tant mieux. Moi, mon éthique me le permet pas. Je vous le dis d'emblée. Et puis, vous allez voir quelqu'un qui sera plus adapté. Moi, je ne suis pas adaptée pour ce genre de situation. Moi, je te dis clairement que bah, le problème, il est social. Ciao. Alors, je vous ai entendu dire que vous avez fait presque toutes vos études en France. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes au Sénégal et que vous exercez au Sénégal? Je suis arrivée au Sénégal pour c'est plusieurs raisons hein, qui m'ont amenée à revenir à Dakar, parce que j'ai quand même passé 19 ans en France et j'avais pas forcément a priori l'intention de revenir au Sénégal. En tout cas, pas pour y travailler de façon habituelle. J'ai des collègues que j'ai connus par ailleurs au Sénégal qui étaient très intéressés que je puisse venir au Sénégal avec les compétences que j'avais parce qu'elles n'existaient pas toutes au Sénégal. Par exemple, criminaux, on n'est que deux à être criminologues au Sénégal du côté du soin. L'autre, il est psychiatre. Il n'est pas toujours d'ailleurs à Dakar, mais il est aussi criminologue. Et moi, je leur avais dit au début, mais pourquoi vous voulez que je vienne au Sénégal? Je vais perdre mon temps. Les Sénégalais ne vont pas chez le psy, vous aussi. Et ils m'ont dit, bah, détrompe-toi, parce que les gens sont de plus en plus demandeurs de soins psy. Nous, on fait le truc parce qu'on n'a pas le choix et on n'a personne sous la main pour le faire. Mais on aurait bien besoin d'avoir le secours des psys parce qu'il y a énormément de problématiques qui sont psy. Je soigne un organe. Et les médecins, ils sont quand même à la base faits pour soigner un organe qui dysfonctionne. Somatique, quoi. Ils sont pas là pour. Donc, ils prenaient en charge aussi ces questions-là. Et aussi, dans la même période, en France, le climat était un petit peu délétère suite à de nombreux attentats terroristes qui faisaient que, bon, les relations avec les uns et les autres commençaient à devenir de plus en plus tendues. Il y avait des militaires dans les rues, c'était très compliqué. Et moi, je me retrouvais plus dans la France que j'avais connue et que j'aimais telle qu'elle était à l'époque où je suis arrivée. Je me retrouvais plus là. Je suis arrivée aussi à un stade où il y avait des choses qui me convenaient pas et je ne pouvais pas les changer, en tout cas pas à ce moment-là, qui ont fait que une des manières aussi de faire bouger les choses, c'est de chercher un échappatoire. Et je vais aller tenter l'aventure au Sénégal. Au début, je n'étais pas venue pour rester, j'étais venue pour rester 6 mois. Et j'avais dit même pas 6 mois. Oui, 6 mois. Je suis arrivée en février. Et j'avais dit si en juin, j'ai pas une dizaine de consultations, moi je rentre. Donc j'avais juste pris un semestre d'arrêt sur les cours et les machins pour venir à Dakar. Et en fait, j'avais largement ce qu'il me fallait en consultation. Et puis après, ça s'est calmé sur les mois de vacances. Donc, j'ai dit, bon, bah, écoute, ça sert à rien. Je vais rester là à perdre mon temps. C'est vrai qu'il fait beau, c'est sympa, c'est bien, mais je vais pas pouvoir rester à ne rien faire. Moi, j'ai des obligations aussi. Donc, je suis rentrée en France. J'avais pris un billet, allez, simple, hein, j'avais pas l'intention de revenir. Et en fait, dans cet intervalle, j'avais fait beaucoup de choses. Hein. J'avais travaillé mon réseau, j'avais parlé dans différents groupes de différentes pathologies, etc. Enfin, je commençais un petit peu à être connue sur les réseaux sociaux.
en tout cas au titre de psychologue. Et quand je suis partie, mon collègue chez lequel je consultais m'a rappelé en me disant, écoute, il y a une liste d'attente qui est longue comme le bras, tu as intérêt à revenir parce que tes patients, ils t'attendent. J'ai fait comment les patients, ils m'attendent. Il y a 12 000 rendez-vous, tu viens et tu reprends tes patients. Donc, j'ai laissé ma fille en France et je suis revenue. Et ce que je faisais, c'est que je travaillais pendant 3 mois à peu près et je repartais 3 semaines en France. Et ensuite, en juillet, j'ai ramené ma fille, j'ai rendu mon appart, j'ai rendu tous mes trucs et je suis restée à Dakar. Et aussi, bon, il y a eu l'histoire de l'apologie du viol qui m'a aussi fait connaître du grand public sur la question des violences sexuelles, des violences faites aux femmes, etc., où j'ai beaucoup investi ce champ-là, beaucoup apporté des choses parce que j'étais tellement choquée dans mes consultations d'abord de voir le nombre de femmes qui défilaient pour me raconter les violences qu'elles subissaient. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas le Sénégal que je connaissais ou que j'ai laissé quand j'étais petite. Les gens n'étaient pas aussi violents. Et il n'y avait aucun tableau clinique où il n'y avait pas de la violence, en tout cas chez les femmes. Et puis au fil du temps, j'ai vu que même chez les hommes, il y a de la violence aussi. Hein. Et donc, voilà, j'ai beaucoup investi ce champ-là aussi. Je suis toujours dessus d'ailleurs. Donc voilà, vous savez Très tout bien. de ma vie. Alors, vous avez quitté un domaine pour aller vers un domaine qui est diamétralement opposé. Comment ça s'est passé? Ouais. Comment les gens ont apprécié ça, vos proches et tout? Vous avez dit aussi que vous n'avez pas eu de soutien. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Oui, pas de soutien financier. Oui. Bah, c'est clair qu'au Sénégal, ça fait toujours très bien, très pompeux et tout ce qu'on veut, d'avoir un diplôme en économie, nanana, en management, machin truc. Il y a énormément de managers, énormément de juristes, énormément de sciences politiciens, mais très peu de soignants au final, et même certaines spécialités du soin n'existent même pas au Sénégal. Donc, quelque part, ça pose la question de, finalement, est-ce qu'il y a une place pour l'humain? Pour le bien-être humain, pour le soin, pour la santé humaine au Sénégal. C'est pas si investi que ça. Quand j'ai lâché l'Institut d'administration des entreprises, au début, ma mère n'était pas fan de l'idée. Hein. Elle m'a dit ouais, ça sert à rien. 20 ans plus tard, c'est la première qui va ouvrir tout le bec pour dire que sa fille est psychologue, que c'est bien. Même quand j'ai dit que je voulais rentrer au Sénégal, elle m'a dit, ça va pas, t'es prof à la fac, qu'est-ce que tu vas venir faire à Dakar? Et aujourd'hui, elle passe partout où elle passe. Même moi, des fois, je lui dis, maman, s'il te plaît, on n'est pas venu pour ça. Et elle dit partout, oui, dire aux jeunes qui sont en Europe de rentrer, ici, on a besoin d'eux, etc., etc. Ma fille, elle est psychologue, elle fait ci, elle fait ça, elle s'engage. Elle me fait même, pour vous dire, elle me fait des dossiers de presse sur toutes les interventions que j'ai faites, sur ce que un tel a dit de tel sujet, que ça pouvait m'intéresser pour comment dire, enrichir ma connaissance. Donc, ma mère, c'est une maman super fière alors. C'est mon agent de promotion, donc j'ai pas besoin de faire de publicité. Après, les autres membres de ma famille m'ont jamais eu une attitude négative ni quoi. Hein. Eux, ils se sont toujours dit, bon, elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Elle va continuer à faire ça. Parce qu'en plus, je suis la dernière fille de mon père. Donc, évidemment, j'ai oui, de toute façon, bon, le canard lait, papa, sinon le caille. En attendant, je suis diplômée, je travaille et je fais ce que je veux. Mais vraiment, aujourd'hui, moi, mes sœurs, mes grandes sœurs et même mes grands frères hein, sont hyper fiers. Là, récemment, j'ai passé 1 mois pour être off des réseaux sociaux. Moi, ma grande sœur qui est aux États-Unis m'a appelé pour me dire bah, tu es où? Pourquoi tu as déserté les réseaux sociaux? Il faut que tu te remettes dessus. Hein. Moi, je vais te lire tous les jours. Hein. Donc, oui, voilà. Aujourd'hui, ma famille, elle est très fière de la personne que je suis devenue, de ce que je fais. Et en général, même quand on n'est pas entre nous tout à fait d'accord avec quelque chose que j'ai pu dire ou pas, en tout cas, je sais que j'ai le soutien inconditionnel. Après, entre nous, ma mère ou mon père, ou je sais pas qui, va me dire, bon, ton mère, c'était bien, mais tu aurais dû dire ça. Tu n'as pas dit ça. Là, quand tu dis là, ça va pas. Donc, à chaque fois que j'ouvre la bouche
sur les médias traditionnels, parce que ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Et sur les médias traditionnels, je peux être sûre que le lendemain matin, à 7 heures, j'ai le début de mes parents. Donc voilà. Ça se comprend très bien. C'est toujours comme ça avec les mamans. Bon, maintenant, Oui, on va attaquer le vif du sujet. On va attaquer vraiment la dépression. Moi, oui. personnellement, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça. C'est une maladie, c'est une pathologie, c'est quoi exactement? Alors, pathologie et maladie, ça veut dire la même chose, hein. Nous, c'est notre terme à nous, les soignants. Maladie, c'est le terme générique de la population générale. Et oui, la dépression est une maladie. La dépression est une maladie qui se signale par différents signes et symptômes, comme toutes les maladies, qui peut aussi être avant une autre dégradation, qui peut prévenir d'un autre problème psychique qui peut arriver, qui peut aller avec des problèmes somatiques. Je vous donne un exemple. Dans le cas des maladies chroniques type diabète, cancer, etc., vous avez aussi des personnes qui sont à risque de développer des troubles, des dépressions, parce que la chronicité de la maladie va peser aussi sur le moral du patient, va construire son avenir, etc. Donc, comme je vous disais, c'est une pathologie, c'est une maladie qui se signale ou qui va révéler un ensemble de symptômes. Ces symptômes, ils sont connus. Alors, parmi les symptômes, nous, ce qui nous est demandé, c'est de repérer au moins 5 des 9 symptômes de base pour poser le diagnostic de dépression. Après, une fois qu'on a posé le diagnostic de dépression, alors, parmi les symptômes, pour vous donner quelques exemples, il y a la perte d'appétit, alors la perte de la libido, la perte de l'appétit, les problèmes de sommeil, perte ou hyperphagie, hein, ça peut être où on perd l'appétit ou on mange trop. On a des problèmes de sommeil, on a des idées noires, on a des problèmes dans la relation, on n'éprouve plus de plaisir à ce qu'on fait, des fois on a des idées suicidaires, etc. Donc ça peut être. Et parmi ces symptômes, bon bah il y en a au moins 5, et ben on peut dire, et qui durent depuis au moins 2 semaines, depuis au moins 15 jours comme ça, on peut diagnostiquer une dépression. Après, le diagnostic de la dépression, il n'est pas unique, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit dépression, ben, on n'a pas réglé encore le problème, mais on est loin d'avoir réglé le problème, parce qu'on sait dans quelle catégorie géographique c'est. C'est pas une psychose, c'est pas un trouble autistique, c'est pas un trouble de personnalité, encore qu'on n'a pas évalué le trouble de personnalité. C'est pas, je sais rien, moi. Bref, on a éliminé toutes les autres pathologies. Donc, c'est une dépression. Maintenant, est-ce que la dépression, elle est légère, elle est modérée, est-ce qu'elle est sévère? Ça, c'est des tests qu'on va faire passer. Alors, des fois, il y a des collègues qui peuvent avoir la fiche où il y a le test et on coche. Ou alors, bah, comme on a l'habitude, on évalue, on se rend compte que ouais, bon, quand on a vraiment pris l'habitude de prendre en charge, de faire les prises en charge. Moi, je me souviens, au tout début de mon travail, je prenais ma fiche et je cochais, hein, gentiment et comme on fait à l'école. Et puis bon, maintenant, voilà, c'est devenu assez facile d'évaluer. Donc, quand je considère que c'est une dépression légère, j'ai pas la même attitude que quand c'est une dépression modérée ou sévère. Sévère, c'est systématique que j'envoie vers le psychiatre, en plus de la psychothérapie. Modéré, je discute encore avec le patient. C'est-à-dire que sévère, je ne te laisse pas le choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Modéré, on peut encore discuter, je peux encore essayer d'évaluer quelles sont les compétences du patient pour se relever ou pas. Et si pour moi, c'est compliqué, je vais beaucoup insister sur 2 séances au moins pour que le patient veuille bien aller chez le psychiatre. Okay? Quand c'est une dépression légère, là, j'insisterai sur rien du tout. On va essayer de mettre en place des choses, de relancer un petit peu la machine avec les compétences propres du patient. Ok? Après avoir décidé que c'est une dépression, que c'est léger, modéré ou sévère, il faut aussi savoir c'est quel type de dépression. Il y a des dépressions qui sont névrotiques, des dépressions qui sont plutôt narcissiques et des dépressions qui sont plutôt psychotiques. Et dans ces 3 situations, on rentre dans les troubles de la personnalité. C'est-à-dire que, en plus de la maladie, il va falloir savoir
comment la personnalité de la personne qu'on a en face qui fait une dépression fonctionne. Et si, par exemple, vous avez une personne qui va faire une dépression parce qu'elle a perdu son boulot et que pour elle, son boulot, c'est ce qu'il a défini. C'est une dépression narcissique. On est dans une dépression narcissique parce que c'est ton image de toi-même, enfin, la représentation que tu as de toi-même qui est attaquée. Ouais. Quand on est sur une personne qui va être dans des états de stupeur, par exemple, c'est-à-dire tout va se figer, elle va plus bouger, elle peut rester toute la journée assise sur la même chaise en regardant au loin. Là, c'est une dépression, ce qu'on appelle une dépression stuporeuse. Ça peut même être une mélancolie. On est du côté de la psychose. On n'est pas du côté de. C'est pour ça que dans ces situations-là, c'est pas genre je demande l'avis, hein, c'est elle va chez le psychiatre et c'est comme ça. Et si c'est pas possible, je demande l'intervention des services d'urgence. Je demande. On a le droit même de demander l'assistance de la police, hein, pour qu'elle soit hospitalisée. Donc, autant que les gens soient compliants et qu'ils aillent voir le psychiatre calmement sans qu'on ait à déployer tous ces moyens-là. Et en général, moi, depuis que je suis à Dakar, j'ai eu à le dire. Mais une fois que je l'ai dit, les gens, en général, vont chez le psychiatre. Ils vont me dire, donc, ils y vont. Mais, voilà, il y a des situations comme ça où là, c'est au niveau de la dépression stuporeuse, il y a même un problème de circuit électrique dans le cerveau. Donc ça, moi, frère Hacham, je peux m'en occuper. Il va falloir voir le psychiatre qui lui-même va solliciter le concours du neurologue aussi. Ça va être une charge très lourde. Après, vous avez des personnes qui vont déprimer plutôt sur un mode névrotique, c'est-à-dire parce que, bah voilà, non pas qu'elles se sont, toute leur personne est concentrée dans ce qu'elles vont faire ou les activités ou quoi, mais voilà, elles peuvent pas avoir ce qu'elles veulent et voilà, ça les met en difficulté, elles y arrivent pas. Enfin. Et là, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Alors, des fois, il y a des problématiques hystériformes qui sont bien plus graves. C'est-à-dire que dans l'hystérie, vous allez avoir des personnes qui vont faire des syndromes de conversion et qui vont convertir leurs problèmes, leurs conflits psychiques, c'est-à-dire ce qui va pas dans leur tête, ce qui leur convient pas dans leur tête, en problématiques physiques. C'est pour ça qu'on parle de troubles somatoformes ou des problématiques de conversion ou encore de la psychosomatique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont faire de l'eczéma, qui vont faire leur tension va monter quand ils ont des maladies déjà existantes. Ils vont faire, il y en a certains qui vont, ça peut être, on peut même retrouver des personnes qui ont des goitres dans cette catégorie-là. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes et ça demande pas le même travail parce que là, il faut que je gère avec des médecins somatiques, c'est-à-dire je sais pas moi, endocrino, il faut que je travaille avec j'en sais rien, il y en a certaines par exemple quand elles ont des règles qui s'arrêtent pas, des hémorragies, je gère avec les collègues gynéco. J'appelle le gynéco, je lui demande de faire la prise en charge, on arrête ce problème-là, mais pendant qu'on est en train de mettre en place le traitement somatique, la personne elle continue à venir me voir. On fait les deux en même temps. Donc vous voyez que ça n'implique pas les mêmes choses. La dépression en elle-même ne se structure pas de la même manière pour tout le monde, n'a pas la même intensité pour tout le monde, et ne requiert pas les mêmes soins pour tout le monde. C'est pour ça que quand j'entends des fois, et ça, c'est important qu'on le dise là tout de suite maintenant et on va le répéter, c'est que quand j'entends des gens dire « Ah, même quand j'ai fait une dépression, j'ai pris tel médicament, ça m'a fait du bien. » Non, on fait pas ça parce que vous ne savez pas de quel type de dépression il s'agit, qu'est-ce que ça implique. Parce que maintenant, je vous donne un exemple. Une personne qui est déprimée, dépressive, au dernier degré, qui a des idées suicidaires, qui réfléchit et même à se tuer, vous êtes en train de lui dire, oui, il faut prendre des produits phytoses ou je sais pas quoi là, les produits de l'herboristerie, mais vous êtes en train de la pousser du haut d'une fenêtre en fait, parce que c'est pas ça qui va lui régler son problème. Elle a besoin de tout à fait autre chose. Donc la première des réactions, quand vous avez quelqu'un qui vous dit, bon, en ce moment ça va pas, j'ai des idées noires, je vais pas, envoyer chez un psy systématiquement.
traitement pour qu'on fasse une évaluation. Même si c'est pour que le psy vous dise, oh non, ça va, c'est léger, on va faire telle et telle chose. Même ça c'est mieux que de dire, ah, Dieu le lit ou Dieu le lait. Ça, c'est un deuxièmement, ça, c'est vraiment une autre chose très importante. Il est vrai qu'on va vous donner un traitement médicamenteux quand vous allez aller chez le psychiatre ou chez même le médecin généraliste, peut des fois vous donner certains traitements. Un traitement pour la dépression, c'est entre 3 et 6 mois. Hein. Les protocoles pour la dépression au niveau international, c'est entre 3 et 6 mois de prise médicamenteuse. Mais entre-temps, il faut un suivi médical. C'est-à-dire que si le psychiatre vous dit de revenir tous les 15 jours, vous revenez tous les 15 jours. Ouais. Et effectivement, ça coûte de l'argent. Tout le monde ne peut pas. Mais là, quand on est malade, il va falloir se soigner. Donc, l'argent qu'on est prêt à mettre dans du greffage ou du Cresol ou de je ne sais pas quoi, mettez-le à aller vous faire soigner et après vous achèterez tous les greffages, Cresol que vous voulez, mais je suis pas pour le Cresol, mais vous ferez ce que vous voulez avec votre argent, mais vous êtes malade, soignez-vous. Et investissez sur votre santé parce que c'est ce que vous avez de plus précieux et ça, personne ne peut vous le changer, personne ne peut vous le prêter, personne ne peut vous le donner à crédit, voilà. C'est les deux choses. Et ne gardez pas… Moi j'ai vu des patients qui, pendant 20 ans, ont pris un médicament X et qui ont gardé leur médicament pendant 20 ans. Après, ils viennent me dire que « ouais, mais je dors pas ». Bah ouais, mais c'est qu'en fait, le médicament, déjà, à la base, il n'est pas pris normalement. Ensuite, il ne fait pas son parce que vous êtes habitué au médicament. Donc, ça va demander qu'on fasse une désintoxication au médicament, donc un arrêt du médicament. Et ensuite, qu'on mette en place un autre traitement pour pouvoir vous permettre de… Et un traitement qui va être plus fort, d'ailleurs, parce que vous avez eu l'habitude d'une molécule. Donc, ça complique le travail des collègues psychiatres. Et ça complique mon travail aussi. Parce que les gens vont se dire, ouais, mais moi, je comprends pas. Je suis venue lui dire mon problème. Elle m'a envoyé chez le psychiatre. Ben, oui, mais il va falloir qu'on règle plusieurs problèmes en même temps. C'est pas juste le problème du sommeil. Que moi, dont moi, je me rends compte. C'est le problème de l'addiction. C'est le problème de l'habituation à des molécules. C'est le problème du sommeil. Et pourquoi vous avez un problème de sommeil? Parce que ça peut être pour plusieurs raisons. Pourquoi votre problème de dépression n'est pas réglé? Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme l'a dit la dame, ça peut être un problème là-bas, mais ça peut être un autre problème qu'on n'a pas réglé. Par exemple, vous avez des personnes qui vont avoir des états comme ça, mélancoliques, dépressifs, etc., de très longue durée, parce qu'elles ont été agressées sexuellement. Personne ne leur a jamais demandé de parler de ce qui leur est arrivé. Ben oui, et parce que personne ne leur a posé même la question. Parce que ça reste une spécialité, hein, c'est une sous-spécialité d'une spécialité. Le psychotrauma, avec les violences sexuelles, c'est une sous-spécialité. Donc, tous les médecins spécialistes, etc., spontanément ne poseront pas la question, mais est-ce que vous avez vécu des agressions sexuelles? Alors que moi, systématiquement, et à un moment ou à un autre, là, le gagné. Parce que soit je me dis, il y a quelque chose quand même chez cette personne qui me laisse penser qu'il y a des choses qu'elle ne me dit pas, qui sont lointaines, qui sont très, très violentes. Et je vais y aller doucement, avec beaucoup de tact, je vais essayer d'approcher le problème. Mais à un moment ou à un autre, je vais poser la question parce qu'il va bien falloir que je trouve la raison pour laquelle la personne est déprimée. Oui. Alors, on a une question de Tawaitu qui demande si les symptômes de la dépression sont universels ou varient-elles d'un pays à un autre. Je pense que vous avez un peu répondu tout à l'heure. Je vais lui répondre par un truc simple. Alors, moi, je ne suis pas une culturaliste. Hein. Alors, vraiment, si vous attendez de moi que je vous raconte les histoires de deuil national ou de deuil national, vous avez perdu votre temps. Un rhume. Les symptômes d'un rhume, ils sont universels, non? C'est la fièvre, le nez qui coule, la gorge qui gratte. Bon, pourquoi vous voulez qu'une dépression ne soit pas universelle? Alors, évidemment, l'expression du symptôme, elle va être colorée localement. Parce que, par exemple, vous allez avoir ici beaucoup de dépressions joyeuses. Alors, elles ne sont pas joyeuses, c'est pas vrai. C'est simplement que ce sont des états maniaques. Et là, on a même des fois peur qu'il y ait des vrais virages maniaques clairs. Et là, c'est une autre maladie. C'est pas juste la dépression unipolaire, c'est un trouble bipolaire. Donc, dans les troubles de l'humeur, on a des choses plus graves. Ce sont des personnes qui vont sourire, rire, machin, etc. Quand elles rentrent chez elles, elles sont au 3e dessous.
Parce qu'au Sénégal, culturellement, on vous dit, non, tu dois pas dire que ça va pas. Quand on te pose la question, tu dois toujours dire que ça va. Il faut toujours sourire parce que tu as tes nonnes qui vont te regarder, qui vont te ci, qui vont te là. Mais les nonnes, oubliez-les un peu. C'est eux qui vous donnent à manger. C'est eux qui payent vos factures. Ils ont qu'à parler. Ils vont parler jusqu'à demain. C'est leur problème. Ils ont cassé tout faire avec leur langue de vipère. Pendant que vous êtes en train de réellement vous occuper de votre problème. Et d'arrêter de sourire pour sourire. Vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien. Et autour de vous, vous avez aussi beaucoup, et je suis navrée de le dire comme ça, mais on est dans une société qui, malgré tout ce qu'elle prétend sur le masla, le soutour, la teranga, le machin, c'est une société qui n'est pas du tout dans l'empathie avec les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Ouais. Jamais. Au contraire, on va te dire, yo, de toute façon, nous, on a eu ces problèmes-là, on ne s'est jamais couché dans un lit. Oui, mais ça te regarde. Tout le monde n'est pas égal devant. Mais même yàlla moo dogal. Mais yàlla, quand il a écrit les livres sacrés, il a bien dit, aidez-vous et je vous aide, non? Il vous a bien dit, occupez-vous de votre corps. C'est une manière de jaamu yàlla. Mais occupez-vous de votre corps. Xanaa dans votre corps, peut-être vous l'avez oublié, vous avez coupé, le corps, il commence ici et il descend. Votre tête, elle est dans votre corps. Je sais pas. Donc, vous soyez tous. Et je pense que souvent, les patients sont tellement mal en point que on leur rajoute des trucs, des couches, etc. Et ils peuvent pas, ils n'ont pas la force de se débarrasser de ces personnes qui vont rajouter au problème. Alors que de temps en temps, juste dire, mon gars, comme par exemple, quelqu'un vient vous dire, ouais, c'est Dogoluyal, va relire ton Coran et reviens me voir. Lis-le bien. Lis bien ce qui est marqué dedans. Quand quelqu'un vous dit, oui, mais moi, j'ai eu le même problème. En tout cas, ça m'a pas fait ci, ça m'a pas fait ça. Ok, d'accord. Mais toi, tu as vécu dans quel genre de famille? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Qu'est-ce qu'on t'a... Parce que je vous donne un exemple. Moi, Khayatiam, je sais pas, moi, je crois qu'aujourd'hui, aucun homme sénégalais ne peut venir chez moi, dans ma maison, me dire comment je vais faire comment je vais organiser ma vie, ou me dire comment donc tu dois te plier à ce que je veux. J'ai acquis ma liberté, ma façon de penser, je prends des décisions toute la journée. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Mais quelqu'un qui n'a pas grandi dans cet environnement, dans cet univers, qui n'a pas une autonomie intellectuelle, financière, physique, sexuelle, etc., etc., ben, elle peut se retrouver écrasée par la présence d'autrui et ne pas être capable de mettre un terme tout de suite à la situation qui la met en difficulté. Parce qu'on va lui répondre dans la société, Taru Jigen Sailor. Mais ça va, oui. Quel Taru Jigen Sailor? Même dans le Coran, c'est pas ce qui est marqué. On vous a dit, si vous pouvez vous faire du bien, vous faites du bien. Il faut que tout soit dans la tranquillité, le calme, la bonne humeur, qu'on respecte les droits des uns et des autres, qu'on supporte sa femme. D'ailleurs, même dans les hadiths, on vous parle du prophète qui venait aider ses femmes dans la cuisine, dans les activités du quotidien, qui jouent avec ses enfants, etc. Mais vous voulez tout poser sur le dos des femmes et puis dire on n'a pas réfléchi. Donc, vous voyez que, compte tenu du contexte, moi, je parle comme ça, mais compte tenu du contexte, qu'on ne remet jamais en question, qu'on ne réinterroge pas. C'est ce que je disais au tout début, quand je vous disais, le travail du psychologue, c'est toujours de réinterroger. Pourquoi vous faites ça comme ça? Et pourquoi il y a ça? Et ça date de quoi? Ça vient d'où? Ça sort... Votre référence, c'est ça. Ah bon? Attends, moi, je vais aller lire la référence. Je vais revenir te dire que, en fait, je pense que tu t'es trompé. Mais souvent, par exemple, quand on dit, oui, souvent, ça, c'est le grand truc. Nous, de toute façon, dans tous les discours, on a tous les discours de tous les hommes, politiques, pas politiques. Non, nous, nos femmes, elles sont braves. Ah, nos femmes, elles sont braves. Elles sont tellement braves que vous leur donnez pas leurs droits. Elles sont tellement braves que les dames, elles continuent à porter des bassines sur la tête, elles continuent à se faire battre, etc. Et qu'on leur donne ni leurs droits, ni leurs devoirs, rien. Et on continue à les écraser. Donc, il y en a une d'ailleurs qui dit, mais Lolo, c'est la faute au ministre de la Santé mentale. C'est pas vulgarisé. Non, il n'y a pas que c'est pas que la faute au ministre. Alors, je ne défends pas le ministre de la Santé. Hein. C'est un grand garçon, il sait le faire tout seul.
Mais c'est aussi une époque. Si vous voulez, nous, nos aînés, qui nous ont précédés dans la santé mentale, ils avaient d'autres défis à relever aussi, c'est-à-dire implanter la discipline, faire en sorte qu'il y ait des lits d'hôpital, des choses. Bon, il y en a beaucoup qui sont encore à essayer de négocier aussi, c'est des politiques, des budgets, etc. Nous, on est 2 générations en dessous de, parce que l'hôpital, notamment l'hôpital de Fannes, l'hôpital psychiatrique de Fannes, il date des années 60, hein, enfin des années 60. L'installation de la psychiatrie interculturelle, elle date de cette époque-là. Avant, c'était la psychiatrie coloniale, avec tous les stéréotypes liés au rapport avec le nègre, etc. Donc, il fallait déjà sortir de ça. C'est le premier combat. Ensuite, implanter la psychiatrie interculturelle, transculturelle, etc. Sortir de ça, vouloir se mettre à jour par rapport à ce qui se fait au niveau international, parce que aussi, quelque part, ne faire que rappeler la culture d'un individu, c'est aussi le mettre en position d'exception, soigner à un moment. Parce que quand on vous dit, oui, souvent je me fâche avec les gens quand je dis ça, que le NDOP soigne. Honnêtement, aujourd'hui, en 2021, je ne sais pas ce qui soigne. Je sais que ça a une très, très grande valeur sociale, ce que je reconnais. Ça a une valeur de socialisation des personnes qui souffrent de troubles, je le reconnais. Ça peut aussi avoir une valeur catharsis, d'expression très, très hystérique, je le reconnais, mais aucun NDOP sur Terre n'a soigné une schizophrénie. Une schizophrénie, jusqu'à du contraire, vous prenez des antipsychotiques, vous faites une psychothérapie au long cours, et c'est à vie. Donc, si ça soignait, vous pensez bien que la Terre entière nous aurait repris ce truc-là. Quand Cheikh Anta Diop a découvert le carbone 14, toute la Terre entière a repris le carbone 14. Ça a une valeur scientifique, une vraie valeur scientifique prouvée, et ça aide à dater les ossements, les choses, etc. Mais le NDOP, je suis désolée, mais ça n'a jamais soigné une schizophrénie. Ça n'a jamais soigné une problématique collective de trauma transgénérationnel, par exemple. Par exemple, les Rwandais ont tellement bien compris ça qu'ils ont fait des sessions, donc ils ont appelé ça des sessions de pardon ou de réconciliation, pour parler des traumatismes de la guerre et puis des autres traumatismes aussi avec. Donc ils ont fait comme quelque chose, un vrai travail de mise en mots des différents traumas, des difficultés que les gens rencontrent avant de construire une société. Nous, on n'a jamais fait ça au Sénégal, jamais. Et pourtant, des traumas, on en a à l'appel. Moi, je me suis amusée à remonter jusqu'à l'époque précoloniale, mais des traumas, c'est des strates d'histoire de traumas. Et on n'en parle pas. À part pour dire, oui, la colonisation, oui, l'esclavage. Mais avant ça, il y avait des choses avant, hein, dont on n'a pas parlé non plus. Hein. Et on ne fait pas le lien au niveau psychotraumatique de ça, plus ça, plus ça, plus ça. De génération en génération, on transmet ça. Qu'est-ce que ça donne au bout? Aujourd'hui, à nous, les enfants de 2021, quel est l'héritage qu'on leur a donné de façon psychique? C'est-à-dire même sans les mots. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui… Moi, j'ai un prof, c'était mon prof de microéconomie d'ailleurs, qui était malien. Et on avait l'habitude de discuter. Machin. Et il m'expliquait que quand il était petit, on leur demandait de ne pas aller dans la brousse parce qu'il y avait des hommes avec le visage blanc qui risquaient de les rapter. Mais vous voyez que c'est proche. On a une génération entre nous deux. Hein. Donc lui, qui a ce souvenir-là, qui se retrouve dans le pays des hommes qui ont le visage blanc, je ne sais pas si vous mesurez toutes les angoisses de persécution avec lesquelles il peut avoir dealé pendant toutes les années qu'il a passées en France. Et ça, il faut qu'il puisse en parler. Et un Européen aujourd'hui n'est pas au courant forcément de toute cette histoire-là. Et donc, des fois, ça peut être un peu compliqué de s'entendre dire que toi, là, tes ancêtres, ils nous ont volés, ils nous ont tués, ils nous ont découpés, ils nous ont brûlés, ils nous ont volé nos femmes, ils nous ont violés, etc., etc. Ouais. Donc, il y a un moment donné où il faut qu'on le fasse aussi chez nous. Ça nous appartient. Donc, voilà, vous voyez que finalement, il y a énormément de choses. Donc, moi, je parle du trauma historique, mais à l'échelle d'une famille, c'est la même chose. Une femme qui est délaissée par son mari, qui se retrouve seule, qui est triste, qui va pas bien, etc., elle passe sa dépression à ses enfants. Hein. Les enfants, ils vont
quelqu'un, une maman, sur laquelle ils ne peuvent pas tenir. Donc, ils vont, en plus de dépression, avoir des angoisses d'abandon terribles parce qu'ils vont se dire, non, mais du jour au lendemain, on peut perdre et le père qui a disparu et la mère qui n'est plus là mentalement ou en tout cas qui ne peut plus vous donner toute l'affection, l'attention, le temps dont vous avez besoin pour grandir et aller bien. Donc, derrière, quand vous avez des dépressions, ben, il va falloir savoir, cette dépression-là, c'est la vôtre ou vous êtes en train de faire une réplique de la dépression de votre mère. Donc, il y a ça aussi au niveau transgénérationnel. Donc, vous voyez que quand on parle de dépression, pour faire une évaluation de ce que c'est qu'une dépression, il faut aller chez un spécialiste. C'est pas vous vous asseyez chez vous et vous dites, ah, mandal, taïdal, ça m'a yaram nerul, taïdal, je n'ai pas envie de faire machin. Allez voir le spécialiste et allez discuter de ça et faire une vraie évaluation de la situation dans laquelle vous êtes et de quel genre de dépression vous avez pour pouvoir vous soigner. Parce qu'en plus, une dépression, on peut en sortir très rapidement comme on peut la rendre chronique. Parce qu'on l'a soigné correctement, on a laissé traîner, on a pris n'importe quel médicament, on a commencé les traitements, on a arrêté, on a recommencé, on a arrêté. Ça chronicise la pathologie. Et donc, après, vous allez vous retrouver avec des épisodes de plus en plus nombreux, de plus en plus rapprochés, de plus en plus graves de dépression, alors que si vous l'aviez pris au début, vous en seriez pas là. En sachant que, déjà, quand un adulte fait une dépression, on ne le fallait pas, mais alors quand c'est un adolescent ou un enfant qui fait une dépression, alors là, de toute façon, de et le gamin, on le laisse là. Et des fois, vous avez des dépressions qui commencent depuis la naissance. Hein, le petit bébé de quelques mois peut faire des dépressions, peut faire une dépression. L'enfant tout petit, le grand enfant, l'adolescent jeune ou le grand adolescent peuvent faire des dépressions. Et ces dépressions-là, elles peuvent être le terreau fertile pour une personnalité qui va faire des dépressions à répétition et de plus en plus graves et de plus en plus handicapantes et qui va pas pouvoir s'insérer dans la société et faire et avoir une vie vraiment tranquille, etc. Comme chez l'adolescent, et là j'insiste beaucoup, chez l'adolescent, vous pouvez avoir des formes de dépression qui sont prodromies de troubles psychiques beaucoup plus graves, comme la psychose. Et quand vous laissez couler une dépression, deux dépressions, etc., un repli, un enfermement, un adolescent qui mange plus, et que au fil du temps, l'adolescent décroche de la réalité et vous vous en apercevez pas et il n'y a personne pour l'aider dans son problème. Au contraire, on l'enfonce. Et ben vous pouvez être sûr que vous aggravez une pathologie psychiatrique très grave, les psychoses étant les plus graves des pathologies psychiques, et qui va engager, on va pas dire le pronostic vital de l'individu, mais son pronostic social. Vous êtes en train de lui foutre en l'air sa vie de façon définitive. Souvent, je dis à des patients, j'ai eu plusieurs patients schizophrènes depuis que je suis arrivée au Sénégal, qui me disent oui, mais tu comprends, moi ma vie elle est foutue parce que je suis schizophrène, j'ai des crises. Quand ils sont stabilisés, ils arrivent à dire ça. Hein. Le schizophrène, il est pas il fait pas le fou tout le temps, il n'est pas là tout le temps. Hein. Il y a des moments, il est très là, il est même plus là que moi. Et ils sont capables de dire ce genre de choses et de dire mais tu te rends compte, moi je l'ai dit quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, on m'a laissé fumer du yamba et c'est à ce moment-là que j'ai fait une bouffée délirante et que j'ai commencé à entendre des voix, etc., à halluciner. Alors que des fois, je leur dis, normalement, une schizophrénie ne doit pas t'empêcher de vivre ta vie. Parce que on a des rebelles qui sont schizophrènes. Hein. Par exemple, Nash, qui a développé la théorie des jeux. Théorie des jeux qui est utilisée en économie, dans toutes les économies mondiales capitalistes, il était schizophrène. Donc, vous voyez que finalement, une pathologie psychique normalement, ne devrait pas vous empêcher, si elle est prise en charge correctement, ne peut pas vous empêcher d'avoir une vie. Par contre, au même titre qu'un diabète ou que n'importe quoi d'autre, vous avez une maladie à vie, il va falloir soigner à vie. Donc, une dépression peut être le prodrome d'un trouble plus grave à l'adolescence. OK et dans l'enfance. Alors, on a remarqué que
déjà, quand on parle de psychologue, on pense automatiquement à la folie. Beaucoup de gens pensent à aller voir quelqu'un qui va avoir, je pense qu'il y a un problème de connexion. C'est bon? Alors, c'est bon. Vous Oui, oui, m'entendez? oui. Oui, oui, Voilà. oui. Alors, je disais qu'en fait, quand on parle de psychologue, automatiquement, beaucoup de gens pensent à la folie. Pour eux, quelqu'un qui va consulter un psychologue, ou psychologue est fou. Et je parle même pas de la Uh-huh. psychiatrie parce on fait pas la différence La entre maladie. psychologue et psychiatre. Est-ce que ce Ouais. n'est pas ce fait-là qui fait que les gens ne vont pas consulter facilement? Alors, moi, je m'occupe pas des fous. Je m'occupe des gens qui souffrent. Donc, c'est vite vu. Hein. Moi, il suffit de souffrir pour venir me voir. Même s'il n'y a pas de pathologie, mais mon gars m'a quitté, ça suffit. Hein, c'est une souffrance. Vous pouvez venir chez le psychologue pour parler de votre gars qui vous a quitté et qui est un gros con parce qu'il ne mesure pas tout l'intérêt que vous présentez. Vous êtes au top niveau en tant que femme. Ça suffit pour venir voir le psychologue. La folie, c'est quoi? Mais moi, je suis folle, je suis aussi folle que vous, que n'importe qui d'autre, à certains moments de notre existence. Moi, je sais pas. Moi. Toucher à ma fille, vous allez voir que je vais devenir folle, Hum, ce qui est logique. Je suis une maman, je suis attachée à mon enfant, ce qui peut lui arriver ou ce qu'on peut lui faire va forcément m'impacter, etc. Je vais devenir folle. Mais je vais devenir folle parce que je vais plus être capable peut-être de me comporter comme c'est admis socialement ou de réfléchir ou de raisonner de façon cohérente parce que la situation dans laquelle je me retrouve vis-à-vis de mon enfant est tellement perturbante pour moi que je vais plus être cohérente. Mais si ça, c'est peut-être ça être fou. Mais hum. souffrir d'une situation, c'est souffrir d'une situation. Déclarer Ouais. une pathologie, c'est déclarer une pathologie. Pourquoi on ne dit pas à ceux qui déclarent un diabète qu'ils sont fous? Ah oui, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Au contraire, on va dire, aïe, on massa. Alors Mhm. pourquoi alors celui qui déclare une dépression ou un trouble bipolaire ou une schizophrénie ou un autisme, on va dire qu'il a pas d'offre? Voilà, daa feebar, mais d'offre. Hum. Ouais. Donc vous voyez que finalement, euh, quand on va dire que la personne est folle, ça renseigne plus sur la personne qui le dit que sur la personne dont Ouais. on parle. C'est-à-dire que c'est la personne qui le dit qui va indexer la personne en disant que son comportement dépasse ses compétences à elle de compréhension. Donc c'est elle qui est en Mhm. difficulté, c'est pas elle qui est malade qui est en difficulté. Et c'est pour ça que souvent il faut déconstruire les termes, les choses qui sont employées, les attaques même Ouais. qui sont adressées aux gens. Parce que souvent ces attaques-là parlent plus de la personne qui attaque que de la personne qui est attaquée. Mhm. Elle parle plus du fait que la personne qui attaque est dans l'incapacité de faire face à ce que la personne qui est attaquée montre par son comportement. Et effectivement, oui, je suis absolument d'accord que quand vous vous retrouvez devant une crise psychotique, il n'y a pas de sens, même pour nous, spécialistes de ces problématiques-là, il n'y a pas de sens tout de suite. Ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui crie, qui est en train de nous dire que, j'en sais rien, moi, la dernière fois que j'ai eu à gérer une crise psychotique, moi, le patient était en train de me dire que Dieu l'a envoyé sur Terre pour nous sauver et que moi, comme j'ai pas un voile sur la tête, je suis une mauvaise personne et que je mérite la mort. J'étais en train de me dire, oui, il est un peu 20 heures et j'aimerais bien vivre encore longtemps. Donc, je vais appeler un psychiatre. Ils vont gérer le problème. Je vais essayer de comprendre ce quoi il se passe plus tard. Mhm. Mais ñu feebar bi attaqué wuñu mais xamuñu Mais nous feebar xamuñu bi. feebar bi attaque. En fait, dañu xamul feebar bi, mais c'est pas parce qu'ils attaquent Ben la oui, mais c'est personne. attaqué. C'est-à-dire que même, je comprends hein, que c'est parce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de répondre, etc. Mais la Mhm. personne à qui on dit ça, elle se sent attaquée, elle se Mhm. sent même maltraitée, Ouais. maltraitée en un mot, deux mots d'ailleurs. Je sais pas, moi je vous donne un exemple. Je suis au troisième de soins. Je sais pas, moi, je viens de perdre un membre de ma famille, je suis en deuil, je suis triste, ça fait des semaines que ça dure. La relation que j'avais avec elle, c'était une relation très particulière, voire même fusionnelle. Donc, c'est comme si on m'avait arraché quelque chose. Et on vient me voir, on me dit, il y a où c'est pas que Gomoyal, Mhm. ça n'a rien.
C'est deux choses différentes. Mais quand on me dit yoga royal, à un moment où je suis vulnérable, moi-même, même avec toute ma tête et tous mes trucs et tout ce que je suis capable de dire en allant bien, je serai même plus capable de déconstruire ce que tu es en train de me dire. Et je vais me dire, peut-être que c'est vrai. Vraiment, j'ai un problème. Moi, Gomoyal, je suis en défaut sur ma religion. Nous, on nous a dit dans notre religion que tout ce que Dieu décide, c'est ce qui est bien, machin, etc. Et donc, voilà, je rajoute encore un problème supplémentaire à mon premier problème. Moi, j'avais un problème de deuil. Aujourd'hui, j'ai un problème de deuil, plus un problème avec ma foi. Alors qu'au départ, j'avais aucun problème avec ma foi. J'étais juste en train d'exprimer quelque chose de ma souffrance, qui n'a pas pu être entendue, mais qui a été perçue comme quelque chose qui défie une règle ou une contrainte sociale qui est posée pour ne pas avoir à penser derrière. Et ça, c'est une attaque. Je suis désolée, mais c'est pas une caresse dans le sens du poil. Hein. Après, je vous demande pas de dire, hey yo, ma soeur, non, mais ça va aller, mais machin. La personne, vous voyez qu'elle va pas bien, elle va vraiment envoyer chez le soignant. C'est pas la peine de la garder en disant non, mais elle va se relever. Vous passez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle s'est pas relevée. Et dès là, envoyez-la chez le médecin. Quand quelqu'un fait un AVC, on le laisse pas par terre. Hein. Tout de suite, on est là, à faire les hystériques, etc., à appeler tous les sapeurs-pompiers de la ville pour venir chercher la personne qui est par terre. Pourquoi quand une personne fait une dépression, vous n'êtes pas capable de faire la même chose, de se mobiliser de la même manière? Voilà. Faire là. Donc, vous voyez une personne qui ne va pas bien pendant 2 semaines, qui ne s'est pas levé de son lit, qui ne veut pas se doucher, qui ne veut pas manger, ou qui dort mal, ou etc. Au bout de 15 jours, envoyez-la chez le médecin. Si elle ne veut pas aller chez le psy, elle va chez le généraliste. Alors, moi, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas la chance de tomber sur quelqu'un qui les envoie directement chez le psychologue. Personnellement, je ne remercierai jamais assez Khadija Kalista, qui m'a dit, écoute, viens à l'hôpital lundi, je dois faire tel ou tel examen, tu vas m'accompagner, comme ça, tu me seras d'un grand soutien. Et quand je suis allée l'accompagner, c'était juste pour que je puisse aller voir la psychologue. Parce que peut-être qu'elle s'est dit que si elle me disait carrément, va voir la psychologue, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais elle m'y a poussé à le faire. Et moi, en retour, les gens qui viennent me voir pour me parler de leurs problèmes, d'accord, je vais les écouter, mais après, je leur recommande, je leur suggère d'aller voir des psychologues. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et aussi, il y a la perception que la société a du psychologue, comme je le disais tout à l'heure, qui va avoir le psychologue est fou, qui va avoir le psychologue a des problèmes, des troubles mentaux, etc., etc. Donc, pour moi, c'est ça qui complique un peu Alors, il y a 2 choses. Alors, si vous me suiviez sur mon mur Facebook, je passe mon temps à faire la folle, à me lever le matin, à dire n'importe quoi, à danser, à rire, etc., à écrire mes textes, à dire des choses très, très sérieuses, hein, à tout le monde, etc., etc. Donc, les gens, au fil du temps, bon, maintenant, ça va faire 5 ans maintenant que je suis à Dakar. Ça fait 5 ans que j'ai un compte Facebook, parce qu'avant, j'en avais pas. Je n'avais pas d'intérêt pour ça. Mais moi, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, ont changé leur regard sur ce que c'est qu'un psychologue. En regardant ce que je fais. Je parle de mes chiens, de mes chats, de mes livres, de ma bouffe. Je suis une personne comme vous. Hein, enfin, et en plus, vous savez plus de choses sur vous-même que moi, je n'en sais sur vous. Donc, vous allez m'expliquer. Et je vais essayer de chercher avec mes outils où est le problème. Donc, on a besoin de déconstruire aussi cette idée, mais on a besoin aussi de s'apercevoir, et c'est, je pense, ce pourquoi moi, j'ai été capable de m'adapter en faisant tout ça. Les gens se disent, mais qui maintenant, mes collègues, d'ailleurs, il y en a pas mal qui le font aussi, c'est qu'il y a des angoisses de persécution qui sont là dès le départ. Donc, vous allez sur une population où les gens, ils ont peur des dômes, des djinns, des leurs voisins, de je sais pas quoi, de machin, et de trucs qui vous inventent des histoires à dormir debout toute la journée, et vous voulez leur dire, ouais, non, mais moi, je vais aller rentrer dans votre tête et faire quelque chose dans votre tête, et vous voulez que les gars, ils ouvrent la porte grande ouverte en vous disant, allez, feu, c'est la fête. Mais non, au contraire, c'est là où ils vont mettre le grillage, ils vont mettre les caméras, les chiens, les mines antipersonnelles pour vous dire, tu ne m'approches pas, parce que vous vous faites peur.
Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que je dis, il faut avoir une certaine capacité à lire aussi les personnes auxquelles vous vous adressez. Il est évident que tout ce que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux au Sénégal, ça m'a, quand j'étais en France, ça ne me traversait pas l'esprit. Parce que on n'est pas sur les mêmes populations, on n'est pas sur les mêmes niveaux de connaissances, de compréhension, on n'est pas sur le même niveau d'information qui arrive jusqu'aux autres. Moi, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée à Dakar, je comprends le Wolof, mais je parlais pas vraiment le Wolof. Parce que chez moi, ma mère, elle n'est pas sénégalaise, donc je parle pas Wolof. Mais il a fallu que je baragouine avec mon Wolof. Aujourd'hui, mais tous les collègues sont fans parce qu'ils me disent non mais yo, maintenant tu es une vraie sénégalaise, tu as les expressions de tous les jours, tu es à la page sur les expressions, il y a des mots même que tu remets en question, etc. Mais oui, mais c'est ça le travail de recherche du psychologue. Si tu n'es pas capable de t'adapter à la population à laquelle tu t'adresses, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là? Donc, il y a ça. Donc, déconstruire l'image du psychologue et faire des lives, etc., c'est rendre aussi accessible la parole du psychologue. Il n'y a pas de raison qu'on reste caché dans nos bureaux, derrière nos trucs, en faisant moi, je ne fais pas ça. Même avec mes patients, je ne fais pas ça. Je regarde les nouvelles coupes de cheveux, les nouveaux trucs d'ongles. Voilà, les futilités, là, ça m'intéresse. J'apprends plein de choses, d'ailleurs. C'est eux qui m'ont appris plein de choses sur où est-ce que tu achètes tel ou tel produit, telle ou telle personne chez laquelle on peut faire tel ou tel soin. Moi, mes patients m'ont appris plein de choses et je travaille avec eux. Donc, il y a aussi une question technique. C'est-à-dire une question technique et puis professionnelle. C'est-à-dire comment toi, tu rentres dans la peau du psychologue. C'est quoi pour toi un psychologue? Est-ce que c'est quelqu'un qui reste très à distance des gens ou quelqu'un qui va essayer de se rapprocher le plus possible de la personne, de travailler la confiance, le lien thérapeutique, etc., pour te livrer quelque chose de lui-même? Moi, c'est la deuxième voie. Et je mettrai tout en œuvre pour que mon patient ait confiance en moi. Les patients qui sont avec moi depuis plusieurs années maintenant, j'ai des patients qui sont là depuis 2 ans, etc. J'ai même revu une patiente, c'était le week-end dernier, je crois. Je m'en suis occupée pendant 3 ans. La nana, elle est au top de sa vie. Et puis, elle m'a trouvé à 4 heures. Madame Tia, on a créé un lien. C'est pas quelqu'un qui a peur ou qui fait semblant de ne pas m'avoir vu, ou etc. Elle est tellement contente de dire partout, non, moi, avec Madame Thiam, j'ai tellement travaillé. Madame Thiam, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Moi, j'ai appliqué, machin. Alors qu'en fait, elle avait les moyens de le faire. Elle a été capable de le faire, Madame Thiam. Mais c'est simplement que j'ai, à un moment donné, été, on va dire, une de ces bouées d'accrochage ou de ressources. Je l'ai aidée, je l'ai accompagnée. Elle a eu l'occasion de mesurer la réalité de mon engagement, la vérité de ce que je lui ai dit. Moi, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil non plus. Quand tu commences à faire la folle, je vais te le dire aussi. D'ailleurs, j'avais un patient qui me disait ça. Quand j'étais encore stagiaire, je lui avais dit un jour, vous arrêtez de faire le fou. Il fait, vous n'êtes pas stagiaire, vous êtes psychologue, parce que vous savez faire la différence entre quelqu'un qui est fou et quelqu'un qui fait le fou. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous créez du lien. Vous créez, c'est une rencontre humaine aussi. Donc, c'est d'humain à humain aussi qu'on va se parler. Donc, si maintenant, vous avez construit 150 millions de défenses pour ne pas approcher le patient ou parce que le patient vous fait peur ou parce que, etc., posez-vous la question de ce que vous faites dans ce métier. Parce que vous êtes trompé de métier. Si les gens ne vous intéressent pas, si vous n'aimez pas être en relation avec les gens, vous mettre à leur niveau, leur parler. Je peux parler à une gamine de 3 ans et parler une heure après à quelqu'un qui a 80 ans. La petite des patientes que j'ai vues au Sénégal, elle avait, pas tout à fait 3 ans. La plus âgée, elle avait 94 ans. Donc, il faut que je m'adapte. Et dans l'intervalle, j'ai vu des hommes, des femmes, des Sénégalais, des Français, des Italiens, des Américains. Et là, je ne parle pas anglais non plus. Hein. Donc, voilà. Et je me suis débrouillée. J'ai eu un patient, le gars, il ne parlait que anglais, il comprenait vaguement ce que je lui disais en français. Moi, je parlais français, je lui ai dit, je peux vous envoyer chez des personnes qui parlent anglais. Il m'a dit, non, je travaille avec vous. OK. Il parlait anglais, je parlais français. Chacun fait ce qu'il peut. Donc, vous voyez que finalement, c'est important donc de déconstruire. C'est important aussi aux cliniciens de faire ce travail-là, d'aller vers. C'est important aussi d'utiliser aussi les moyens qu'on a, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure,
les collègues de l'ancienne génération ont dû défaire tel et tel point. Nous, on a en plus des moyens de communication plus faciles. Donc, il faut qu'on investisse ces moyens de communication, qu'on fasse passer ce message-là, qu'on parle, qu'on explique, qu'on donne les pistes, etc., et que les gens aient accès à l'information là où ils sont. C'est-à-dire que, par exemple, au Sénégal, ça sert à rien, en tout cas pour le moment, pour un psy, de faire un site Internet. Ça ne sert à rien. Le Sénégalais ne va pas sur un site Internet. Par contre, toutes ces informations, il va les avoir sur Facebook. Il va acheter ses cours sur Facebook, il va acheter ses avis sur Facebook, il va lire les actualités sur Facebook, il va faire ses directs, ses lives, il va acheter sa bouffe, il va, je sais pas, il va yarder de quelqu'un sur Facebook, il fait sa vie sur Facebook. Facebook, c'est la grande place au Sénégal. Donc, autant être sur Facebook. Pourquoi vous voulez faire un site Internet bien, machin, avec des explications utiles? La population, elle est à 54% analphabète. Tu veux qu'elle lise quoi sur Internet? Fais des vidéos, parle, fais des lives, etc. Essaye de parler leur langue. Enfin bref, débrouille-toi, mais fais ton travail. Et ça, c'est aux praticiens. Les à côté de ça, ce que vous avez oublié dans ce que vous avez énuméré comme raison, c'est aussi que le patient, et ça, vraiment, c'est très, très difficile pour une famille d'entendre ça. Il y a des patients qui n'ont pas envie d'être soignés. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, va voir le psy, fais ci, machin. Ils veulent pas. Et ça aussi, à un moment donné, il faut aussi l'accepter. Parce que, d'abord, nous, en tant que soignants, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un aux soins. Parce que ça fait partie de ses droits fondamentaux. Tu veux te soigner, tu te soignes. Même un prisonnier à qui on a enlevé tous ses droits, si vite. On ne peut pas lui enlever le droit de se soigner ou de refuser de se soigner. Même quand on lui met une obligation de soins ou une injonction de soins, encore qu'au Sénégal, je ne suis pas sûre que ça existe vraiment, mais le juge lui a dit, si tu veux rester en liberté, tu es obligé de te présenter toutes les semaines chez le psychologue et je veux que le psychologue, à la fin de chaque mois, me fasse un compte rendu sur le fait que tu sois venu ou pas. Le gars, il peut venir, hein, mais il ne vous dira pas un mot. Tu ne pourras rien y faire parce que c'est son droit. Lui, ici, il considère qu'il n'est pas malade. Vous avez des personnes qui vont être très, très malades, qui vont plus être en capacité de choisir ou qui vont être dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres. Là, c'est sur un plan légal. Et dans ce cas-là, si elles deviennent dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, c'est là où on peut aussi faire intervenir la police parce qu'elle met en danger la vie des autres. C'est pas juste sa vie. Là, et là, on peut demander une hospitalisation et c'est le préfet d'ailleurs qui signe l'arrêté pour qu'il soit hospitalisé. On peut demander une hospitalisation à la demande d'un tiers, mais à la demande d'un tiers, on négocie d'abord beaucoup avec le patient et on ne peut utiliser ce truc de la demande d'un tiers qu'à partir du moment où le tiers, il a une responsabilité par rapport au patient. Et d'ailleurs, une fois qu'on a mis en place le patient peut nous dire, mais je vous avais rien demandé, je veux sortir. Il va sortir parce que il est pas l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou l'hospitalisation d'office, elle n'a pas été renouvelée, donc il est en hospitalisation libre, donc il est capable de se lever un matin et de dire damay game. Et vous me faites une décharge et je signe la décharge, je m'en vais. Et vous allez faire quoi? Le rattraper dans la rue. Le gars il est parti, c'est son droit. Et si vous le rattrapez dans la rue, il peut dire que vous le harcelez et vous tombez sous le coup d'infraction. Donc, des fois aussi, les familles, elles ont beaucoup de mal. Après, il y a des familles aussi qui vont être confrontées à des pathologies très, très, très graves, très lourdes, etc., qui vont être fatiguées de suivre leurs patients. Parce que on parle de dépression, mais par exemple, les aidants, ce qu'on appelle les aidants, ceux qui vont aider des personnes qui vont avoir des handicaps, des enfants qui vont être très, très en difficulté, des personnes âgées qui ont plein de pathologies iatrogènes, etc. Ces personnes-là, elles font aussi des dépressions parce qu'elles sont fatiguées, elles sont usées. Prendre en charge quelqu'un d'autre, s'occuper de lui au quotidien, comme ça pendant des années et des années et des années, c'est très violent pour une personne. C'est aussi très violent de voir partir quelqu'un. Par exemple, on a le cas chez les personnes âgées, mais on a le cas aussi en cancérologie, par exemple. On pense rarement aux parents qui sont en train de regarder leurs enfants mourir. Ça, n'importe quel parent qui va bien dans sa tête, c'est d'une violence sans nom de regarder mourir son enfant. Oui, quand une personne va pour accoucher et que son bébé meurt, on est dans des situations qui sont
qui sortent tellement du sens commun que derrière, la personne, elle va déclencher une pathologie et elle a besoin d'être prise en charge. Donc voilà. Après, la personne, elle peut vous dire, je veux pas. Bah, je veux pas. Hein. Même si vous la prenez, vous, la famille par la peau du cou, et vous la posez dans mon canapé pour venir faire une session, la personne lui dit, j'ai pas envie de vous parler. Ok. Des fois, bon, j'essaye. Je dis, bon, tous les deux, on sait qu'on n'a pas envie d'être là aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de me parler. Moi, j'ai pas envie d'avoir un patient qui ne veut pas me parler. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'actualité? On va parler de plein de choses. Et en essayant de parler de plein de choses, je vais essayer de voir si vraiment il veut pas ou il résiste ou etc. Et bon, si c'est juste de la résistance, on peut travailler à ce que bon, ça résiste plus. Mais si c'est défini clair et définitif, il veut pas me parler, même de l'actualité, il n'a pas envie de me parler. Qu'est-ce que vous voulez? Que je lui impose de rester 1 heure dans mon bureau? Pour faire quoi? C'est violent. Je lui impose une violence. Pourquoi? Donc voilà. Donc il y a aussi toutes ces questions-là auxquelles il faut réfléchir. Oui. Alors, on a une question de Fat Bintou. C'est elle qui n'a pas arrêté de me dire pour faire un sujet sur la dépression. Y a-t-il une différence entre psychologue et thérapeute? Alors, le psychologue est forcément psychothérapeute. En tout cas, dans ma formation, on est psychologue, psychothérapeute. C'est ça c'est ça notre diplôme. Après, le thérapeute n'est pas forcément psychologue. Hein. Il y a thérapie, machin, bidule, truc, vous en avez 12 000 de thérapies. Il faut vérifier la formation des uns et des autres parce que vous avez plein de thérapeutes qui n'ont aucune formation. Par exemple, en psychopatho. Psychopathologie, c'est la discipline qui s'occupe des maladies psychiques. Hein. N'ayant pas de compétences en maladie psychique, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, la personne, elle va prendre un patient pour travailler l'estime de soi, alors que la personne, elle a une dysmorphophobie. La dysmorphophobie est une façon de se voir déformée dans le miroir. Donc, on n'est pas dans la réalité, en fait. C'est pas une question d'estime de soi. Parce que quand la personne, vous la regardez, elle vous dit, j'ai une bouche comme ça, j'ai des oreilles comme ça, j'ai un truc comme ça, et vous vous dites, mais non, en fait, vous vous apercevez que, en fait, c'est pas elle qu'elle voit dans le miroir. Donc, il va falloir travailler ça. Et il faut être capable, en termes nosographiques, de situer de quoi on parle avant de commencer à faire une stratégie thérapeutique, de mettre en place une stratégie thérapeutique. Si sur le diagnostic, tu es pas capable, ta thérapie, elle sert à rien. Déjà, on peut être juste sur le diagnostic et être pas bon en thérapie aussi. Hein. Mais si dès le départ, là, tu sais même pas dans quel cas tu mets le problème, tu fais ta thérapie pour quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi tes objectifs? Ouais. Alors, j'ai remarqué une chose et je pense que j'ai partagé cette remarque avec beaucoup d'amis qui, eux aussi, ont fait la même remarque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, normalement, les gens devaient s'épanouir. Mais on se rend compte qu'en fait, à force de trop utiliser les réseaux sociaux, beaucoup de gens souffrent de dépression. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre les réseaux sociaux comme un facteur qui déclenche cette maladie-là ou est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer avec Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, tout à l'heure, je suis en train de vous dire, moi, j'ai pris 1 mois de off des réseaux sociaux parce que j'étais fatiguée de voir le niveau de conneries, le niveau de méchanceté aussi des gens qui peuvent, pour certaines situations, être hyper violents parce que c'est quand même facile d'attaquer quelqu'un de façon ultra violente quand on est derrière son clavier parce que, de toute façon, on n'a pas la personne en face, on peut dire à peu près ce qu'on veut puisqu'on est caché, etc., etc. Il y a plein de désinformations pendant le début de la Covid. J'ai beaucoup investi les réseaux sociaux pour expliquer aux gens qu'il fallait décrocher des réseaux sociaux, de la télé, etc., parce que ça pouvait être anxiogène pour ceux qui sont déjà fragiles ou fragilisés par à des contextes particuliers. Passer leur temps à compter les morts ou à compter les morts aux États-Unis en plus, alors que toi tu habites au Sénégal, ça te déconnecte même de ton contexte du quotidien et ça fait monter la peur, ça fait monter l'angoisse, et l'angoisse est
Alors, l'angoisse peut être prise comme un symptôme, mais comme aussi une pathologie à elle toute seule. Les troubles anxieux généralisés peuvent souvent aller de pair avec des dépressions. Et donc, fragiliser une structure psychique qui est déjà fragile et entraîner des pathologies. Et il y a beaucoup de personnes, dans mon entourage, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui, pendant une grosse partie de la pandémie, se sont débranchés des réseaux sociaux et à juste raison. Et on a été plusieurs, collègues, médecins, psychiatres, psychologues, à le dire sur les réseaux sociaux, de dire à nos patients d'arrêter, enfin, nos patients et le public, d'arrêter de regarder les infos parce que ça peut être difficile. Sans compter qu'en plus, sur les réseaux sociaux, alors, au-delà des insultes faciles, etc., tout le monde va relâcher ses angoisses et va transmettre ses angoisses. Donc, je vous donne un exemple. J'ai lu que il y a une nouvelle souche de coronavirus qui transforme les yeux des gens en yeux bleus. Fake news au maximum. Le truc, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. On va aller prendre une photo qui date de je ne sais où, qui parlait de tout à fait autre chose. Et on va venir le mettre là et affoler tout le monde au milieu en disant j'ai entendu dire que le nouveau Covid. Mais et le problème, c'est qu'un profane, quelqu'un qui n'est pas du métier, même moi, Khayratam, qui ne suis pas virologue, en général, je regarde ça et je fais attends, je vais demander, j'appelle, je demande, je cherche, je vais chercher l'information, etc. Et je demande à mes collègues qui me disent, oui. Je fais, ah, moi, je l'ai vu sur Facebook. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre sur Facebook? Que ça, là, c'est des conneries. Parce que, voilà quelqu'un qui a une audience énormissime, qui vient de dire la grosse connerie de sa vie, et qui a 300 personnes sur son mur en train de dire, non, c'est grave, non, les Chinois, les machins, les trucs, etc. On a eu ce problème. On a eu ce problème-là au début aussi. Quand on nous a dit que il y avait une personne anglophone, je crois, ou je sais plus, qui est venue, qui a amené le coronavirus au Sénégal. Lulan Siwar, en fait, on vous a dit c'est le premier cas répertorié. Premier cas répertorié. Et puis en plus, les gens ne parlent pas français. On leur a dit, premier cas répertorié, madame, c'est une personne qui a eu le bon sens d'aller chez le médecin. Mais tous ceux qui n'ont eu aucun bon sens et qui sont rentrés dans le pays en même temps que la personne, qui ont pris le même avion et qui sont allés infecter les autres, est-ce qu'on a dit que ils font partie des cas? Oui, nous aussi. Cas répertorié, on ne vous a pas dit c'est le premier cas. Eh bien, les gens sont partis de ça et ont agressé des gens dans la rue. Ont agressé des Européens dans la rue en leur disant c'est vous qui avez ramené le coronavirus ici. Donc, vous voyez que ça peut être hyper dangereux, notamment quand les informations ne sont pas vérifiées, sont retransmises, et puis la vitesse à laquelle c'est retransmis aussi. Parce que, pour reprendre mon exemple, la dame, elle poste son truc. Il y a 300 personnes qui suivent. Parmi les 300 personnes, il y a des gens aussi open qu'elle qui vont déjà repartager partout ce qu'elle a dit, et ils vont revenir. Et puis, on va avoir une psychose pendant 24 heures, et on va avoir droit au ministre de la Santé qui va devoir prendre la parole pour dire que non, le coronavirus, machin, alors qu'il a autre chose à faire que de venir nous dire que le coronavirus ne donne pas les yeux bleus. Alors, on a aussi remarqué que, comment on appelle ça, le confinement a fait beaucoup de dégâts. Pour des gens qui avaient l'habitude d'aller dans les réunions, de rencontrer des gens et tout ça, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain emprisonnés chez eux, qui ne sortent pas, au-delà de 21 heures, ils vont sortir, etc., etc. Ouais. Je pense que ça aussi, ça a causé beaucoup de dégâts et beaucoup de gens se sont retrouvés à déprimer. Et peut-être qu'ils se rendaient même pas compte qu'en fait, ils sont en pleine dépression. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a une société qui est beaucoup organisée sur le mode de la relation sociale. Quand on n'est pas social, on vous dit non, yo,
On doit aller chez les frères. Et puis, on a des familles tellement élargies que tout le monde se marie, tout le monde a des enfants, tout le monde, les gens décèdent. Donc, on a un programme, une vie mondaine extraordinaire qui occupe le plus clair de notre temps. Et effectivement, quand une pathologie comme ça, enfin une maladie comme ça arrive et nous demande de changer notre mode de vie, bah, il y a des personnes qui s'adaptent. Et ça se passe. Il y a des personnes qui mettent un peu plus de temps à s'adapter et qui vont avoir plein de trucs qui vont arriver, donc des petites maladies, des petits machins, mais moi j'ai plus envie de manger ça, mais moi les gens ils me font peur. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu l'histoire du coronavirus, ma mère elle est pas très machin, elle, bon en même temps c'est pas une Sénégalaise donc ceci explique cela. Je vais chez ma mère pour lui amener ses médicaments, en lui disant tu sors pas parce que les personnes âgées, bon elle a un certain âge ma mère, les personnes âgées sont les plus à risque. Elle me dit ok d'accord, je reste chez moi, tu vas m'amener les médicaments. Je cherche les médicaments, j'arrive. Ma mère elle ouvre sa porte, elle prend son bâton, elle me dit tu restes à distance. C'est sa façon de faire. Elle avait son masque, son je sais pas quoi. Elle m'a mis à un bout du salon. Elle était à l'autre bout du salon. Elle me dit, franchement. Elle m'a dit, non, on a dit 1 mètre. Je sais pas quoi, bon, après, elle s'est calmée. Au fil du temps, elle s'est calmée. Mais c'est vous dire, elle a eu une période d'adaptation parce que du coup, bah, elle a eu, à un moment donné, un pic d'angoisse sur, ben moi, je suis personne âgée, la maladie va m'attaquer, j'ai en plus une comorbidité, etc. C'est transporté par les adultes, etc., etc. Donc, une fois qu'elle a compris l'affaire, qu'elle a tout compris, etc., après, on a eu une période où c'était, dès que tu arrives, tu te laves les mains dehors, tu gardes ton masque, tu peux t'asseoir dans le salon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas te fuir. Après, on a eu une autre période où c'était, dès que tu arrives, tu te laves les mains, tu peux enlever ton masque, il n'y a pas de souci. Parce que tu n'as pas l'air malade. Voilà. Donc, elle s'est adaptée. Mais il y a des personnes qui vont pas s'adapter du tout. Du tout. Et qui vont vraiment, là, pour le coup, décompenser complètement, tomber malades, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rester chez eux, ils n'ont pas l'habitude de tourner en rond, ils n'ont personne avec qui parler, ils n'ont pas d'autres activités, disons, ils n'ont pas mis en place d'autres activités qui peuvent leur permettre de sursoir à leurs activités de sortie. Je vous donne un exemple. Kohamanteni, elle passe sa vie dans les réaux. C'est sa vie. Bon, c'est son kiff, hein. On n'a pas de traitement à apporter dessus, mais c'est son kiff. Elle ne lit pas, elle ne fait pas de couture, elle ne suit pas la télé, elle ne fait pas de sport. Du jour au lendemain, on lui enlève ça, elle a plus rien. Et elle se retrouve face au vide que combler ses sorties, ses moultes sorties dans les réaux. Ce qu'elle fuyait, c'était le vide en allant là-bas. Le vide qu'il y a chez elle. Peut-être qu'elle vit seule, peut-être que ses enfants sont pas là, peut-être que, etc., etc. Donc, elle va se retrouver enfermée dans une situation où il n'y a plus rien qui la tient. Donc, elle va s'effondrer. Et elle va devoir faire aux angoisses contre lesquelles elle luttait jusque-là. Pareil, vous avez des personnes qui avaient leur travail, le fait de pouvoir sortir était bénéfique pour eux parce que ça leur permettait de vivre des situations de violence. Et ben, vous les enfermez avec leur bourreau, bah, elles vont plus que déprimer. C'est que la peur va être tellement puissante, sans compter toutes les violences qu'elles vont subir, qu'elles vont avoir des pathologies. Si ça n'apparaît pas sur le visage, si le voisin n'ose pas venir toquer à la porte à cause du coronavirus, la dame, elle risque de mourir d'ailleurs chez elle. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais ils sont quand même moins nombreux. C'est pour ça que je mets souvent elle et lui. Et que jusqu'à preuve du contraire, au Sénégal, c'est elle et il. C'est la norme, comment on appelle ça? C'est l'hétéronormativité. Avec des régulateurs sociaux qui nous parlent de beaucoup de choses. Mais voilà, vous avez toutes ces raisons-là qui vont faire que la personne va décompenser dans un trouble psychique plus ou moins grave. Vous avez aussi des personnes qui ont décompensé. Alors, j'en ai pas entendu parler au Sénégal, mais par exemple, il y a eu toute une vague de suicides chez les étudiants en France, parce que les étudiants, non seulement ils ont été enfermés, mais ils ont été enfermés dans 9 mètres carrés.
Donc, quand on a une maison qui fait 300 mètres carrés, ça fait pas le même effet d'y être enfermé que quand on est dans une baraque en tôle et en bois qui prend l'eau pendant l'hivernage et qu'on est obligé de rester dedans parce que si on se met dehors, le policier va nous taper dessus, va nous mettre dans le panier à salade et nous emmener jusqu'au commissariat. Ça fait pas le même effet. Hein. On peut tourner entre 4 mètres dans 9 mètres carrés et dans 300 mètres carrés. On n'est pas au même endroit. Si par exemple, en plus, vous avez une maison qui a une terrasse sur laquelle vous pouvez aller vous asseoir, prendre le frais, worker avec les voisins d'en face, chacun chez lui, vous avez une vie sociale avec votre voisin. Donc, vous n'allez pas voir beaucoup de monde. Vous avez intérêt à être ami avec votre voisin. Voilà. Mais vous voyez que, en fonction des conditions de vie, en fonction des contextes de vie, en fonction de la structure de personnalité, en fonction des angoisses que la personne pouvait vivre, etc., eh ben, les gens ne vont pas s'adapter de la même manière à un changement de mode de vie, à un changement de situation. Je vais vous faire rire. Hein. Quand on m'a dit coronavirus, machin, moi, j'ai aussi des comorbidités. Les seuls moments où je sortais au début, c'était pour aller chez ma mère, régler les problèmes de ma mère. Mais j'étais tellement contente. Je me suis dit, enfin, il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de va ici, va là-bas, machin. J'étais tellement contente. J'ai fait ma cuisine, j'ai mis ma femme de ménage, je lui ai dit tu restes chez toi, je te paye mais tu restes chez toi. J'ai fait mon ménage, j'ai même perdu du poids, j'étais tellement contente. Je lui ai dit enfin, j'ai le temps de m'occuper de moi. Mais en fait, ça a été de courte durée. Je ne savais pas que Zoom existait. C'est clair qu'avec les technologies, on travaille de partout maintenant. Non, mais je travaille comme tout le monde, je suis mais les premiers mois, j'étais tellement contente. J'ai dit, enfin. Mais tout le monde ne peut pas dire enfin comme moi. Parce qu'ils savent ce que. Moi, je sais ce que je suis dehors. Trop de travail. Bon, après, ça ne m'empêchait pas de travailler avec mes patients. Hein. J'étais sur visioconférence. Mais je pouvais être je sais pas moi, en short ou en legging chez moi en train de travailler avec une maison. Je n'étais pas obligée de m'habiller. Voilà. Vacances. On va prendre un cas spécifique. On va prendre le cas des femmes qui travaillent, qui sont au bureau et qui sont confrontées aux problèmes d'inégalité, aux boss pervers narcissiques. J'ai les mêmes qualifications que mon collègue homme. Et on n'a pas le même salaire, on n'a pas le même traitement, ou on te met au frigo juste parce que tu reviens d'un congé de maternité. Beaucoup de choses qui font que ces femmes-là qui travaillent ou qui vont au bureau sont souvent confrontées à la dépression. Alors, il y en a une que vous avez oubliée, c'est celle qui bosse trop. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mise au placard ni rien, mais elle a X compétences où on lui fait croire qu'elle a X compétences et on la fait travailler, mais comme une malade. Et elle aussi, elle craque. Alors, c'est là où il va falloir faire la différence entre la dépression et le burn-out. Et même dans le burn-out, maintenant, on a deux sortes de catégories. Burn-out qui est lié au fait qu'il y a trop une suractivité, etc. Et l'autre terme, je l'ai perdu. Il est nouveau, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore intégré. Et il est anglais, pour parler des personnes qu'on met au placard. Et auxquelles on ne donne pas de travail et on les laisse là toute la journée. Et oui, effectivement, dans le cas, il y a des éléments qui vont se ressembler, mais la dépression, elle se distingue du burn-out dans le fait que la dépression va impacter tous les comment on dit ça déjà, toutes les sphères de la vie de la personne. C'est-à-dire que ce soit à la maison, au travail ou machin, l'état d'humeur ne va pas s'améliorer, le déplaisir ne va pas s'améliorer, etc. Alors que dans le burn-out ou dans la mise au placard, ça n'est que concernant le travail que ça pose un problème. Dans les autres sphères de la vie, tout est conservé. Ils sont même pressés d'être en vacances où ils parlent de tout sauf du travail. Et ça, c'est la nuance qu'il faut toujours apporter. Ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas, hein. Au contraire, ils souffrent beaucoup. Hein. Pour avoir pris en charge aussi des personnes en burn-out, notamment des hommes en burn-out, ils sont vraiment très, très malheureux. Mais ce sont des personnalités qui sont très perfectionnistes. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes aussi qui
cherchent une certaine forme de reconnaissance particulière dans leur travail. Et ils ont tout investi dans leur travail. Qui n'est pas forcément le cas du dépressif classique, qui n'est pas dans une dépression narcissique, parce que là, c'est l'exemple que j'avais donné au début, c'était un peu celui-même. Donc, il faut faire attention déjà au départ. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je répète, il faut aller chez le spécialiste pour avoir un bon départ, un bon diagnostic de départ, avant de mettre en place une stratégie thérapeutique. Parce que même pour la question du burn-out ou la question de la dépression, la stratégie thérapeutique n'est pas la même. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont en dépression, il vaut mieux qu'elles conservent leur boulot et qu'elles continuent à organiser leur journée en fonction de leur travail. Ça permet de les tenir, de tenir leur tête et que pendant qu'elles sont dans leur travail, même si c'est difficile de se concentrer, même si elles n'ont pas de plaisir, etc., leur esprit est au moins en partie occupé et ça tourne pas du côté des idées noires. Alors que dans la question du burn-out, la première des réactions, c'est de demander un arrêt de travail et de mettre la personne en arrêt de travail. Déjà, des fois, il y a des personnes qui sont en burn-out qui ne veulent pas arrêter de travailler en disant non, mais c'est-à-dire que il va falloir se battre avec son patient pour lui dire tu vas arrêter de travailler et tu vas aller te mettre en repos. Ce sont des personnes qui ne prennent jamais de congé, jamais d'arrêt maladie, jamais etc. Et oui, elles sont dans des situations de burn-out. Donc, il y a déjà ces situations. Ensuite, quand on pose ça de côté, il y a quand même tout un travail de prévention à faire dans les entreprises qui n'est pas fait. Qui n'est pas fait parce que, comme on a dit, la question de la psychiatrie, de la santé mentale, etc., c'est pas le premier souci des gens. Les gens sont très occupés à faire comment on appelle ça? Des activités là pour lier les membres de l'équipe avec des coachs en lifestyle, en je sais pas quoi, en machin truc. Je vois coach Juliette qui est là. Je ne parle pas de toi, coach Juliette, mais oublie fondamentalement dans la prévention santé ou dans la médecine du travail de faire de la prévention santé mentale. Et normalement, ça devrait être fait dans toutes les entreprises. Ce qui n'est pas fait. On devrait aussi, dans une certaine mesure, mais les médecins le font, les médecins du travail, mais repérer des personnes qui vont pas bien, etc., et que ça puisse être la première porte d'entrée aussi. C'est-à-dire que les professionnels soient suffisamment en confiance pour aller voir leur médecin du travail et leur dire là, en ce moment, ça va pas, même à la maison, ça va pas, etc., etc., et que le médecin du travail les aide à aller mieux en les adressant correctement aux spécialistes qui sont là pour ça. Donc, voilà. Après, troisième niveau, c'est aussi réfléchir à la personne qui est en dépression ou qui fait un burn-out. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce boulot? Pourquoi elle a choisi ce boulot? Est-ce qu'elle s'éclate? Est-ce que quand elle se lève le matin, elle est fière d'elle, elle est contente, elle a une bonne estime d'elle-même, etc. Et ça, souvent au Sénégal, on ne vous pose pas la question est-ce que tu es content au travail? Tu as un travail, c'est déjà ça. Am nga liggéey, am nga salaire, chaque mois, chaque fin de mois, nous faisons. Yow, jaayoo lii, jaayoo là, donc tu toroxuloo. Ouais, c'est pas parce que tu as un travail que tu es heureux. Parce que, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille en dessous de ses compétences, il n'est pas joyeux en allant au travail. Pour faire quelque chose, je sais pas moi, quelqu'un qui est diplômé en master, je sais quoi, de géostratégie, machin truc, et on lui demande tous les jours de répondre au téléphone dans un grand hôtel. Oui, travail, oui, à la fin du mois il est payé, mais il se fait chier comme un rat mort. Ouais. Il n'est pas épanoui. Voilà, il n'est pas épanoui. Et ça, la question de l'épanouissement personnel, c'est pas quelque chose qu'on met en avant au Sénégal. Parce que on est encore dans des idées, et même dans des idées des fois un peu travesties, de la vie communautaire, où on vous permet pas de réfléchir à votre point de vue individuel. Il faut réfléchir pour la communauté, travailler pour la communauté, faire pour la communauté, donner de l'argent pour la communauté, machin. Donc, en fait, vous, en tant que personne, vous n'existez même pas. Vous êtes un ustensile. On vit pour automatique. Voilà, distributeur automatique d'argent, de teranga, distributeur automatique de job, distributeur. Mais comme vous, on vous demande pas comment ça va. Et c'est vraiment. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une estimation de quelles sont les personnes qui sont les plus touchées par la dépression? Est-ce les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, les adolescents? Quelle est la souche de la société qui est la plus touchée? Alors, tout le monde fait. Alors, je ne sais plus c'était comment que c'était formulé dans les documents OMS, mais je crois que une personne
c'était 33%, je crois, de la population mondiale qui fera non, c'est pas ça, allez. Je vais pas vous donner des chiffres dont je ne suis pas sûre. Mais l'OMS disait qu'une large part de la population fera au minimum une dépression un jour dans sa vie. Ça se triplait pour une deuxième dépression. C'est-à-dire que vous en avez fait une, vous risquez d'en faire une deuxième. Après, au sex ratio, souvent, pour les troubles anxio-dépressifs, c'est plutôt les femmes qui vont exprimer une dépression par les symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure de façon classique. Les hommes vont exprimer une dépression, sauf que les hommes, dans la manière dont on les a élevés à exploser, à se bagarrer, à insulter dans la rue, etc., etc. Donc, ils sont plus à risque d'avoir des accidents de la route, par exemple. Ils sont plus à risque d'être sur des troubles de l'impulsivité avec la prise de substances, tabac, et drogue X ou Y et alcool. On est quand même le consommateur d'alcool en Afrique de l'Ouest. Ce chiffre-là, bon, je l'ai bien connu. Donc, ils sont plus à risque de développer ce genre de troubles qui sont des manifestations d'une dépression ou en tout cas d'un mal-être extrêmement grave qu'ils ont besoin de sédater en utilisant des produits. Et troisième niveau dont on ne parle jamais, sauf dans des blagues, sauf dans des wartanes entre femmes, etc. C'est aussi les addictions sans produit. Ce qu'on appelle les addictions sans produit. C'est-à-dire que c'est pas ils vont pas fumer ou ils vont pas boire, ou etc. Mais ils vont passer de conquête en conquête. Voilà. Ils vont coucher avec Sormin, Aya, etc., 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 sans jamais être capables d'être en lien avec l'une ou l'autre de ces femmes-là. Pas forcément dire que ce sont des pervers narcissiques. Hein. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont en train de déposer leur souffrance à droite à gauche parce qu'ils sont capables de la traiter. D'autant qu'en plus la société va leur dire non mais yo guerrier avec toutes ces femmes. Alors que posez-vous la question, le gars il est sorti avec autant de femmes, est-ce qu'il va bien? C'est pas quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à trouver? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à ancrer dans une relation qui soit stable et durable? Parce que d'être dans des relations comme ça qui s'enchaînent et qui n'arrivent pas à tenir, c'est aussi comment on appelle ça? C'est un critère diagnostique pour certains troubles de la personnalité. Hein. Nous, on va pas leur dire que vous êtes des guerriers, hein, on va vous dire t'as peut-être un problème. Donc il y a ça. D'autre part, on va dire que oui, non mais un homme, lui, il doit vraiment aller vers l'extérieur, se battre, machin. Il doit pas exprimer ses émotions. Et ça, c'est des trucs de femmes. C'est de la faiblesse. C'est un voilà, go. Alors qu'on oublie que les hommes, ce sont des êtres humains. Mais les êtres humains, ils sont de chair, de sang, et ils ont une âme avec des émotions, avec des choses qui les touchent ou qui les touchent pas. Moi, honnêtement. Alors, je répète que je m'occupe beaucoup des violences faites aux femmes, que je suis du côté des femmes la plupart du temps, mais quand je suis en tant que psychologue dans mon cabinet, honnêtement, les femmes, parce qu'elles sont éduquées d'une certaine manière, l'éducation genrée, elles sont plus résilientes que les hommes face à certaines difficultés. Je vous donne un exemple. Le phénomène qui fait le plus entrer dans la dépression les hommes, c'est l'arrivée du premier bébé. C'est un des événements de vie qui va les faire le plus décompenser. Parce que du coup, le bébé, il vient prendre une place d'enfant, de celui qui va attirer l'attention, dont on va s'occuper, etc. Or, nous, dans l'éducation qu'on donne aux garçons, on vous dit que toutes les femmes sur Terre sont là pour te cirer les pompes. Eh ben, le jour où elle est occupée à faire autre chose que de te cirer les pompes, t'es bien emmerdée parce qu'il n'y a plus personne. Et on t'a pas appris à vivre sans. Donc, tu décompenses. En disant, mais comment c'est possible? Bah, en fait, si c'est possible, elle a autre chose à faire, ta femme, elle s'occupe de votre gamin, en attendant que tu veuilles bien le faire aussi avec elle. Donc voilà. Et puis, il y a des nouveaux impératifs. Il y a une nouvelle vie
la vie moderne où il faut aller au boulot, il faut être performant, il faut faire 50 webinaires, il faut rendre 12 000 rapports, etc. Il y a aussi une pression impressionnante. La nourriture, elle n'est pas au top, les gens ne réfléchissent pas dessus, les gens n'ont pas le temps de faire de l'activité physique, les gens n'ont pas le temps toujours d'avoir des activités épanouissantes, c'est-à-dire pour ceux qui aiment le, je sais pas, le cinéma, d'aller au cinéma, ceux qui aiment ça, le Tannenberg, d'aller au Tannenberg, mais de s'épanouir aussi parce qu'ils sont fatigués, qu'ils ont trop de choses à faire, qu'il y a trop de sollicitations, que la vie sociale est encore vraiment très, très… alors, c'est très bien. Il faut qu'on arrive à réfléchir à cette question de la vie sociale pour ne pas perdre l'essence de cette vie sociale, mais en même temps se rendre compte que à certains moments, elle n'est pas compatible avec les impératifs de la vie moderne aussi, avec le boulot, le machin, tout ce qu'on vous demande, etc. Donc, il y a vraiment tout ça à prendre en considération qui fait que les hommes sénégalais sont souvent très en difficulté et très, très atteints et très vite atteints au niveau psychique et font beaucoup de dépressions. Hein, et des dépressions qui sont masquées. Ouais. Et quand moi, j'en vois arriver dans mon cabinet, franchement, je réfléchis beaucoup plus longtemps à me dire, bon, est-ce qu'il a les capacités pour s'en remettre ou est-ce que je vais demander un traitement tout de suite? Parce que là, on va le perdre. Alors qu'une femme, pour plein de raisons que j'ai citées tout à l'heure, elle va avoir des ressorts. Parce que la vie lui a appris à avoir des ressorts. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Ouais. Alors, juste une dernière question avant de clore le débat parce que vous a assez retenu comme ça. On a remarqué que les consultations chez les psychologues sont un peu chères par rapport à ce que les Sénégalais peuvent se permettre. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de psychologues par rapport à la demande ou c'est parce que peut-être, vu les études que vous avez eu à faire, il faudrait vraiment que vous puissiez aussi vous en sortir? Alors, bah, c'est tout ça en même temps et plus encore d'ailleurs. Donc d'abord, oui, effectivement, il n'y a pas assez de psychologues, ça reste peu accessible en termes de nombre et de possibilités. Dans d'autres pays, par exemple en France, vous avez des psychologues dans tous les services hospitaliers. Vous avez même des démembrements des services hospitaliers qui sont dans la ville, les hôpitaux étant souvent un peu à la sortie de la ville, donc des centres médico-psychologiques où c'est gratuit, la sécurité sociale prend en charge, etc. Ici, il n'y a pas. D'abord parce que, le système de santé ne fonctionne pas sur ce mode-là. Deux, il n'y a pas assez de psychologues de toute façon pour remplir tous ces postes-là. Donc, il faudrait investir sur la formation de psychologues ou investir sur des gens qu'on enverrait à l'étranger, se former et les faire revenir. Bon, les obliger d'ailleurs à revenir. Il y a ça. Ensuite, effectivement, enfin, c'est un nombre d'années d'études qui est assez important. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait 8 ans pour le master pro. Ensuite,